L'IA vous fait griller le cerveau au travail, les robots arrivent officiellement sur le champ de bataille et les ordinateurs s'apprêtent à devenir aussi rares et chers que des billets de train la veille d'un départ en vacances. Même pas la veille d'ailleurs, même 3 mois avant c'est cher. Bref, vous écoutez Tech Café 2 fois par semaine. On passe en revue toute l'actu tech et IA pour comprendre ce qui compte vraiment. Nous sommes le 17 mars 2026, déjà le 17 mars 2026, ça va vite. C'est l'épisode 478. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast ou à la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner immédiatement. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur, technophile, enthousiaste et je ne suis pas seul. Il est à la tech ce qu'un bulletin de vote est à la démocratie. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Oui, un truc de plus en plus de gens négligent de plus en plus fréquemment, donc. À grand regret, j'ai l'impression qu'effectivement, d'année en année, les gens le négligent et il ne faut pas le voir comme un simple bout de papier dont on se débarrasse. Non, loin de là, derrière toute la symbolique. J'ai eu des discussions avec des proches ces derniers jours de personnes qui me disaient « Oh, c'est quand même fatigant en 2026 qu'on ne puisse pas voter en électronique, 100% électronique. » Et oui, à chaque scrutin, il y a ce débat qui revient. On en reparlera peut-être en temps et en heure, ou pas. Merci beaucoup à nos mécènes Wimo.com, WYMMO.com et Duke Analytics qui nous soutiennent sur Patreon, tout comme un grand merci à Eric Cabrol qui s'est inscrit depuis la semaine dernière, qui a peut-être été sensible comme ça à l'appel des petits chatons. Merci beaucoup à vous de soutenir Tech Café sur patreon.com/techcafé. Dans Tech Café, il y a des auditeurs, des auditrices, mais il y a plus que ça. Il y a votre amour pour nous et notre amour pour vous. Il y a la communauté. Et il y a eu vendredi soir la première session de Tech Café Play. On a joué à quelques-uns, on était 8. C'était organisé par Thorax. On a fait de Among Us qui étaient vraiment géniaux. Vraiment super, on a passé des super moments. Et on a joué aussi à Gartic Phone derrière. On s'est tapé des barres de rire monumentales. C'était pas streamé, c'était juste entre nous. N'importe qui pouvait participer. Si jamais vous voulez connaître les prochaines sessions, rendez-vous sur Discord. Il y a des rubriques dédiées à ce sujet et je suis sûr que vous pourrez aussi participer avec nous en passant des bons moments. Et d'ailleurs, sur Discord, il y a plein de choses qui se passent. Il n'y a pas que les organisations des sessions Tech Café Play. Il y a aussi de l'info sur des sujets tech, des sujets un peu moins tech. Et en tout cas, Guillaume, je sais que tu continues à regarder les interactions. Et notamment, il y a des retours sur la vérification de l'âge là, dont tu avais parlé durant le dernier épisode de Tech Café. Oui, c'était à propos de cette discussion sur la loi qui obligeait les systèmes d'exploitation à collecter l'âge des utilisateurs pour les transmettre après aux applis ou au site web, pour protéger les enfants, toujours. Californie. En Californie, exactement. Et donc, comment tu fais sur des OS libres comme Linux? Eh oui, bonne question. Tu soulevais déjà le sujet. Un article de PC Gamer où le leader du projet Fedora indique un moyen simple, mais peut-être un peu trop simple du coup. L'administrateur système pourrait, à la création des comptes, indiquer l'âge des utilisateurs comme une métadonnée de plus, tout simplement. Perso, d'ailleurs, si c'est juste ça, ça me va. Il y a vraiment aucun souci. Tu m'étonnes. Le problème, c'est que c'est, à mon avis, du point de vue du législateur, en fait, c'est à peine plus crédible qu'une boîte où indiquez votre âge sur la page d'accueil de Pornhub. Carrément, c'est trop léger, quoi. Disons, en principe, oui, on pourrait dire que l'administrateur est un adulte et qui fait son boulot d'adulte en indiquant quelconque t'appartient à des mineurs, etc. Mais c'est quand même très facile à contourner, distribution alternative, mineur qui se fait un compte route, comment tu contrôles tout ça, et c'est là le problème. Parce que manifestement, ce que les politiques veulent, c'est un contrôle. On parle de photos, de cartes d'identité, de cartes bleues, il faut un contrôle tiers. Et ça, évidemment, moi, je ne veux pas dans mon Linux. Et bien entendu, effectivement, si c'est juste une info en plus, quand tu crées un compte Linux, tu peux déjà donner plein de trucs, un numéro de téléphone et tout, donc il doit y avoir l'âge, pourquoi pas, ça poserait pas de souci, mais je pense pas que ça convienne, en fait, aux législateurs, quoi. Je vais partager un peu la réflexion que je répète à chaque fois, mais que je continue à nourrir grâce à tous vos retours et puis évidemment nos épisodes qu'on fait ensemble, Guillaume. Moi, j'en suis venu à la conclusion qu'il n'y a jamais de solution parfaite et que le but, c'est d'encadrer le plus de monde possible, notamment quand on veut limiter les accès à des sites problématiques pour des mineurs. Et le fait de limiter, ou en tout cas d'amener l'OS à prendre en charge cette vérification de l'âge, sur le papier, à la base, ça me semble pas mal. Évidemment, Linux, tout de suite, ça tombe dans ce que tu avais très bien illustré dans l'épisode comme étant un sujet qui, si jamais c'est vérifié au travers d'un fichier, du coup, c'est pas très, très fiable. Mais je me dis aussi que, à la base, ma réflexion, c'est est-ce que finalement Windows et macOS, par exemple, ou Android et iOS couvrent pas un grand pourcentage de la population, et ça fait pas du 100%, mais peut-être que c'est suffisant. Et en même temps, je peux pas m'empêcher d'avoir le contre-argument en disant que Linux, aujourd'hui, ça se démocratise tellement et on voudrait tellement le démocratiser que ce serait un peu dommage de raisonner comme ça. Donc voilà, j'ai une vraie ambivalence, moi, à titre perso, sur la réflexion sur ce sujet, d'où le fait que ce soit cool qu'on puisse en échanger. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir d'ordinateur avec des comptes offline. Le compte offline n'existe plus.
C'est vrai, la nature C'est- même du compte offline est antinomique qui avec est, l'exigence de la loi, très ce qui est problématique. problématique. Très problématique. Je pense que c'est pas gagné et donc il était même question, d'avoir, des développeurs, qui disaient même qu'ils excluaient explicitement les citoyens californiens si ça se mettait en place, pour vraiment pas avoir à gérer le sujet. Bon, écoute, on verra. Un autre sujet qui fait, couler beaucoup d'encre et qui déchaîne même les passions, j'ai l'impression, à Guillaume, c'est ce fameux MacBook Neo. Oui, d'ailleurs, quelques retours positifs hein, dans Discord, mais aussi sur la presse, enfin dans la presse, hein, sur le Neo, c'est un ordinateur qui est bien fini, enfin sur les premiers tests, hein, et qui est agréable à utiliser dans énormément de cas. Et en plus, c'est notable, le Neo semble un peu plus facile à réparer que les autres machines de la Incroyable! marque. Hein, celui iFixit, c'est même un des meilleurs voilà, au niveau réparabilité par Qu'est-ce rapport qu'il leur aux a autres. pris? Hein, et la batterie, par exemple, et le clavier sont facilement remplaçables et pour pas trop cher. Tu peux avoir Eh beh. 150 balles, enfin pour 150 balles, tu peux avoir une batterie neuve, par exemple, et même tu peux réparer un écran cassé pour un peu moins cher que pour les autres modèles, c'est tant mieux. Le Bon, clavier aussi, hein, est plus facile à oui, oui, remplacer tout à que les fait. autres C'est ce MacBooks, qui est une, ce qui est, voilà, ça le c'est très clavier a bien. été, bah, ça a été un problème, disons, par le passé, on va dire, hein, chez Apple, quand même. Et voilà, donc, donc c'est très bien. Après, perso, je reste fidèle à ce que j'ai dit, hein, 8 Go, Ouais. c'est très juste. J'ai lu que 8 Go sur macOS, c'était pas la même chose que sur Windows. Je conteste pas hein, que macOS soit mieux optimisé que Windows 11, c'est pas dur. Hein. Mais bon, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser Windows déjà. Oui, Et puis ouais, bon, c'est sûr. même si l'autonomie c'est cool, c'est sûr, l'aspect fanless, tout ça, oui, non, mais c'est vrai, c'est très bien. Après, tu lis déjà dans le test d'Ars Technica, hein, le mec, voilà, il teste le truc maintenant, là, il dit la mémoire est déjà sous pression. Ça passe, mais c'est juste. Et ça, c'est aujourd'hui, quoi, le jour de son achat. Cette pression, elle va pas s'arranger dans le futur, hein, et vous pouvez rien faire. C'est pas extensible. Dans 3 ou Ah 4 ça c'est ans, sûr, votre c'est machine, elle va verrouillé. swapper, swapper sec, quoi, hein, sur votre SSD. Mmh. Elle sera peut-être pas aussi réactive, et d'ailleurs, swapper sur un SSD, c'est pas trop idéal, hein, parce qu'on écrit beaucoup dessus, enfin bon, bref. Mmh. Mais donc c'est dommage, parce que les Mac vieillissent bien en général. Ce sont des Mmh. machines qu'on peut garder longtemps, et c'est bien parce qu'elles sont chères, quoi, donc c'est très bien qu'elles puissent les garder longtemps, et qu'elles les vieillissent plutôt bien. Là, ce trop peu de RAM, je trouve que c'est une longévité amputée dès le début, et même si c'est que 700 balles, on va dire, je trouve ça difficile à recommander, je persiste. Et bon, je sais très bien que ça va se vendre, que tout le monde s'en fout de toute façon, que ça va se vendre par camion Oui, entier. ça c'est pas incompatible, c'est pas parce qu'on trouve un Et produit, oui, oui, critiquable non, qu'il mais se moi, vend pas, voilà, effectivement, c'est ce ça que je pense. Et c'est puis pas bon, nouveau. après, voilà. Et Mika, selon Mika dit effectivement, c'est bien vu, hein. Et il se dit, ben en fait, c'est un petit goût, tu vois, Ouais, du Mac, c'est mais les t'as 3 pas mois toute offerts de Spotify. l'expérience, quoi. Donc, Ouais. c'est pour te donner envie, tu vois, de passer au gros Mac. Mmh. Une autre façon de le voir, c'est peut-être, d'arriver à permettre aux gens de se rendre compte que macOS a aussi des vertus en soi et peut apporter une expérience utilisateur sympa. Bon, allez, les gens aiment trop les dramas, on va pas leur donner, ce qu'ils aiment, on va Non, pas puis comme il y ça. en aura à la fin de à la fin de l'épisode aussi. Oui, il y en a, mais oui, restez Oh jusqu'au là bout là. de l'épisode, c'est important, il y a du drama, il y a, voilà, de l'énergie, il y a de la passion, c'est ce qu'on aime, et on partage ça avec vous. On sait que vous adorez, la passion et les invectives comme ça, on va enchaîner sans autre for Vous aimez quand on s'invective, donc quand on se mais oui, oui, vous aimez quand on n'est pas d'accord, quand on ouais. confronte nos points de vue comme ça. Non, non, vous aimez bien Tech Café tel que c'est, ça va le rester. En attendant, justement, sans autre forme de procès, on va enchaîner, avec les sujets. Alors là aussi, ça c'est peu dire, ça s'invective, hein, les chaînes internationales. Attention, vous allez bientôt trouver plus facilement un appartement à Paris qu'un nouvel ordinateur. Déjà, c'est la crise de la mémoire, on en a déjà parlé avec les agents de l'IA, les géants de l'IA qui dévorent toute la production de la RAM. Mais en plus, il y a aussi maintenant la guerre en Iran qui a des répercussions, qui se rajoutent et qui empire encore la situation. Et donc, quand une catastrophe se rajoute à une catastrophe, c'est un peu le mode hardcore des emmerdes, j'ai l'impression, Guillaume. Ouais, disons, c'est la guerre, hein, voilà, encore. Remarquez, bombarder un pays du Moyen-Orient, c'est quand même une grande tradition américaine, finalement. Et ben là, c'est vrai que la tech se retrouve plus impliquée que jamais, hein. On parle Mmh. des attaques aux missiles sur les data centers, voilà, dans le supplément. Les gardiens de la révolution islamique nous assurent que c'est loin d'être terminé, puisque Amazon, Google, IBM, Microsoft, Oracle, Nvidia, Palantir sont autant de cibles explicitement désignées par l'Iran pour des attaques de toute nature. Il y a 29 sites au Bahreïn, en Israël, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis qui sont sur une liste qui a été publiée sur un compte Telegram affilié à des groupes iraniens, hein, et il y en a effectivement pour tout le monde. 6 sites pour IBM, 5 pour Microsoft ou Amazon, 3 pour Nvidia. Alors, ça peut être des infrastructures commerciales ou des centres de recherche aussi. La technologie ennemie est ouvertement ciblée. Selon eux, les Américains et les sionistes ont attaqué des infrastructures iraniennes civiles comme des banques, tout ça, donc il n'y a aucune raison qu'ils ne fassent pas pareil. Et d'ailleurs, effectivement, des banques israéliennes seront probablement ciblées, hein. Puis alors évidemment, au-delà de ça,
Bon, vous n'êtes pas sans savoir que le détroit d'Ormuz, c'est un peu chaud en ce moment. Oui, c'est un atout stratégique pour les Iraniens, on le sait depuis toujours, et évidemment, ils ne se privent pas de l'utiliser comme levier. Résultat, les prix du pétrole s'envolent, et en Asie, on a beaucoup moins de pétrole que ce qu'on devrait. C'est-à-dire que le Japon et la Corée du Sud importent respectivement 90 et 70% de leur pétrole du Golfe, par exemple. Donc ça fait mal, et ça aboutit à des mesures draconiennes assez spectaculaires. Dans les pays concernés, en Thaïlande ou au Vietnam, on est encouragé à prendre les escaliers et à télétravailler. La climatisation est réglée à 27 degrés. Du coup, les employés sont autorisés à pas mettre de costard et se porter des manches courtes, c'est mieux. Et donc, Ça rappelle des esprits un peu confinement, quoi. C'est pour les nostalgiques. C'est vrai, dans tout le sud-est Par certains asiatique, aspects. on est touché de manière assez dure. Au Bangladesh, il y a des universités qui ont fermé pour économiser de l'énergie. Le Pakistan vient d'instituer une semaine de 3 jours et ferme certaines écoles. L'Inde est en train de rationner la distribution de gaz liquéfié. La Corée du Sud et le Japon puisent déjà dans leurs réserves. Pour l'instant, ça va, mais il faudrait pas que ça dure trop, quoi. Sinon, ça va continuer. Si ça continue, si ça continue comme ça, ça va être un fardeau économique assez important pour l'Asie, qui pourrait amener un ralentissement économique là-bas et du coup mondial aussi. Et puis il y a l'hélium, effectivement. Qatar Energy peut toujours pas redémarrer son usine d'hélium après qu'elle se soit pris un drone le 4 mars. On était quand même, à l'époque, il représentait quand même 30% de la production mondiale d'hélium. Quoi, 30%? 30%, c'est quand même pas mal, parce que ça pose énormément de problèmes pour tous ceux qui ont des besoins de cryogénie, de refroidissement un petit peu sérieux. Et là encore, la Corée du Sud est un des pays les plus exposés au problème, puisqu'ils apportaient 65% de l'uranium du Qatar. Et là où ça nous intéresse en tant que technophiles, c'est que c'est très utilisé pour refroidir les wafers de silicium durant la fabrication des puces. Du coup, les pays sont un petit peu ils sont un petit peu remis en question sur leur dépendance aux pays du Golfe Persique, quoi. Ils ont découvert qu'ils importaient aussi 90% de leur brome d'Israël. Et ça fait partie des multiples composants qu'on utilise pour la fabrication de semi-conducteurs, il y en a vraiment beaucoup. Israël n'est pas précisément un coin super tranquille en ce moment non plus. Il y a SK Hynix, donc le géant coréen de la production de mémoire, dit que pour le moment c'était bon. Voilà. Il achète tout l'hélium qu'il peut de tous les côtés et il a du stock. Donc pour l'instant ça passe. TSMC aussi, c'est ok pour le moment. Il regarde le 20h très attentivement en ce moment, tu vois, il écoute bien. Et pour le moment, il n'y a pas encore de souci majeur d'approvisionnement pour la production de semi-conducteurs. Donc on a évidemment une grosse crise de la RAM. Pour l'instant, ça ne va pas l'aggraver, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Il regarde le 20h tous les jours, même parce qu'en plus l'actualité d'une journée sur l'autre, elle change totalement. Tantôt, et non pas tantôt Donald a besoin de ses alliés pour le détroit d'Ormuz, tantôt il dit non mais c'est bon, je vais me débrouiller tout seul. Et voilà, toute l'actualité change de jour en jour, ce qui peut être assez anxiogène. Moi j'ai une recommandation perso, ne regardez pas les news tout le temps, ne faites pas comme moi. Regardez-les genre une fois par jour, évitez d'aller sur Google News, je pense que vous allez gagner quelques années de vie en tout cas. Juste une question, Guillaume, l'hélium qui sert à refroidir les wafers, comme tu l'expliques, il y a des alternatives quand même à l'hélium. Ça paraît fou qu'on se base autant sur l'hélium. Qu'est-ce qui fait qu'on utilise autant l'hélium ? J'imagine qu'il y a quand même plein d'alternatives. Enfin, je sais pas. Pour l'hélium liquide, il n'y a pas tant d'alternatives que ça. Mais D'accord. Le truc, c'est que par contre, il y a des sources d'approvisionnement alternatives d'hélium. Mais ça demande un petit peu d'organisation, mais clairement, ça pousse tous les pays en fait à revoir un petit peu leur dépendance et à essayer de se diversifier quand c'est possible. Et heureusement, je pense qu'on peut acheter l'hélium ailleurs aussi, quoi, et c'est ce qu'ils vont faire probablement. On leur souhaite en tout cas de trouver d'autres sources pour commander l'hélium pour fabriquer les processeurs qu'on aime tant et dont on a, quand je dis on, je me comprends, tous besoin. Savoir ce qui est fait par IA, ça devient plus difficile, je pense, que de retrouver une chaussette perdue. Mais heureusement, il y a des boîtes tech qui ont décidé de bien les identifier. Ils ont décidé de bien identifier les contenus par IA, pas les chaussettes perdues, ça c'est foutu. Si vous avez perdu votre chaussette, c'est foutu. Par exemple, tiens, j'ai vu Apple Music, ça y est, ils identifient clairement maintenant les morceaux qui sont reconnus comme étant générés par IA de leur côté. Est-ce qu'ils vont pouvoir tout identifier ? J'en sais rien, mais bon. Et puis, cette pratique, ça concerne aussi évidemment encore et surtout les réseaux sociaux. Encore faut-il que tout se passe correctement chez eux, et ça, c'est pas toujours gagné. Et notamment chez Meta, il y a eu des petits soucis, Guillaume. Écoute, Meta donc a un conseil de surveillance, souvenez-vous. C'est fou ça, on l'avait oublié. On n'en parle pas si souvent parce qu'on peut pas dire qu'il soit d'une réactivité de panthère des neiges. Tu vois, on serait plus sur du panda obèse. Ou du paresseux de Zootopie, si tu vois. Ah oui, je vois bien. Voilà, c'est à peu près ça. Donc là, ils viennent de rendre un jugement sur la guerre en Iran. Mais attention, pas celle-là, celle de l'an dernier. Oui, parce que mine de rien, c'est déjà la 2e guerre en Iran. Et là, je ne sais combienième guerre du Golfe, du coup.
parce qu'il y a eu aussi la guerre des 12 jours, en juin dernier, Ah oui. où Donald Trump s'était bien entendu félicité d'avoir totalement éradiqué les capacités nucléaires de l'Iran, et donc toute menace dans la région, tu vois, il n'y avait plus de problème. Donc, mais bon, bref. Durant cette opération aussi, il y a eu des images IA qui ont circulé sur Facebook et compagnie. Bon, voilà, bien sûr, hein, et 9 mois plus tard, le conseil affirme, oui, il y a eu des images IA qui ont circulé sur Facebook et compagnie. Et ben merci. Voilà. Non, enfin, je charrie un petit peu, mais non, parce que je trouve que ça a quand même pris pas mal de temps. Mais la vraie conclusion, c'est que le conseil considère que Meta a eu tort de les laisser en ligne. À l'époque, en l'occurrence, il y avait un Philippin qui se faisait passer pour une source d'actualité, voilà, et qui montrait des rues et des bâtiments en Israël, à Haïfa, complètement détruites, soi-disant par des bombes iraniennes. Ça a été signalé comme étant faux par au moins 6 personnes, et d'ailleurs, il y a des vidéos identiques qui circulaient sur TikTok qui avaient déjà été débunkées là-bas. Et Meta, comme la plupart du temps, on a vu absolument rien à foutre. Enfin, ils avaient rien foutu. Ces vidéos n'étaient pas dangereuses en elles-mêmes, hein, elles appelaient pas à la haine, elles faisaient pas directement du mal à quiconque. Néanmoins, leur inauthenticité aurait dû être clairement indiquée. Et je cite, à mesure que la quantité et la qualité des contenus générés par IA augmentent, leur impact sur les personnes et les sociétés sera profond, dit le conseil. Voilà, c'est ce que le conseil dit, et il dit même que Meta doit faire davantage pour aider les utilisateurs à identifier les contenus générés par IA dans les conflits armés. Et là, on a un conflit armé Maous en ce moment, hein, il y a un quand même, et il est d'ailleurs surexploité. Bon, on en parlait en supplément aussi, soyez super vigilants pour ce que vous voyez en ligne à propos de la guerre en Iran, il y a une quantité industrielle de faux qui circulent, de toute nature, et parfois ça provient même de la Maison-Blanche d'ailleurs, mais bref. Donc, images de jeux vidéo, IA, images sorties de leur contexte, il y a beaucoup de choses. Donc, écoute, de l'un dans l'autre, c'est positif, hein, le Conseil suprême de Meta exhorte la boîte à faire plus dans la lutte contre la désinformation, c'est magnifique. Après, quand je vois que ça aura pris 6 mois pour arriver avec cette conclusion, et qu'on sait à quel point l'avis de son propre conseil, Meta l'écoute quand ça l'arrange, je serais contraint donc de réprimer les débordements d'enthousiasme excessif que je témoigne souvent quand je parle de Meta. Ça a le mérite d'exister, on va dire, mais effectivement, au-delà de ça, ça n'a pas l'air d'être hyper convaincant quand même dans les faits. Il faudrait tellement plus. Bon, écoute, allez, ça leur permet comme ça, dans le cadre de procès ou dans le cas d'enquête devant des parlementaires, de pouvoir dire « Oui, mais nous, on a un conseil, etc. » qui est contradictoire. Ouais. Est-ce que vous avez peur de vivre un jour un moment Terminator? Un moment Terminator où, voilà, c'est l'apocalypse? Eh ben, je voudrais vous rassurer, ou pas, parce qu'il ne faut plus en avoir peur, parce que c'est déjà maintenant, c'est officiel. En mars 2026, là, au moment où on se parle, là, tout de suite, c'est bon. Vous pouvez dire officiellement que vous avez vécu cet instant. Il y a un robot qui est officiellement déployé sur le front en Ukraine. Je me dis, Guillaume, ça fait un peu vieux, hein, mais quelle époque, quand même. Oui, bah alors bon, tout ça, c'est vrai que c'est un contexte global qui est tout à fait particulier et assez intéressant quand même à vivre, on va dire. C'est une époque intéressante. Alors, vous le Pas savez, forcément réjouissant, mais au moins intéressant, c'est vrai. vous le savez, ça fait 2 semaines qu'on en parle. D'ailleurs, Anthropic a été attaqué par le Pentagone parce qu'ils sont woke et d'extrême gauche. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Donald Trump hein, sur son réseau Truth. Comme d'habitude, très rapidement, si vous avez raté les épisodes précédents, Anthropic donc a 2 lignes rouges, 2 choses qu'il veut pas que vous fassiez avec ces modèles d'IA, la surveillance de masse et les armes autonomes. Et ça, Pitex 7, il n'aime pas. Le Pentagone doit pouvoir faire tout ce qu'il veut, et puis c'est tout, il nous emmerde. Bon. C'est, alors évidemment, Dario Amodei, lui, il veut pas, hein, c'est le PDG d'Anthropic, il a pas cédé, voilà, et en représailles, il est classé comme risque de chaîne d'approvisionnement, ce qui potentiellement pose des soucis à toutes les boîtes qui utilisent Claude et qui ont des contrats avec le département de la Défense. Et dans tout ça, le problème, c'est que la manière dont c'est présenté par le Pentagone ressemble beaucoup plus à une punition d'une entreprise privée qui a résisté à l'administration que comme une mesure de protection légitime des intérêts du pays, quoi. Une gifle. Et c'est un petit peu l'argument d'Anthropic qui, du coup, contre-attaque. Et oui, parce que c'est ça la news de la semaine, c'est que Anthropic attaque le Pentagone en justice. À la suite de ça, d'ailleurs, c'est à la suite de ça que la Maison-Blanche l'a traité ouvertement de woke et de gauchiste radical. On pourrait en rire, mais c'est pas anodin, hein, depuis Charlie Kirk, dans la bouche des magas, quand tu dis woke ou gauche radicale, c'est synonyme de mal absolu, de terroriste et d'ennemi à abattre, hein, donc bon. Et Pitex 7 a même parlé de traîtrise, d'ailleurs. Heureusement, Dario, il a des copains, puisque du coup, il a aussi reçu le soutien de pas mal d'employés chez Google et OpenAI. Il y en a au moins 37 qui ont signé un amicus brief. C'est une sorte de mémorandum qui présente des arguments, donc, en faveur d'Anthropic. Et plus formellement, surtout, Microsoft soutient aussi ouvertement Anthropic. Il a envoyé son propre amicus brief à lui, qui argumente contre sa désignation comme risque de sécurité nationale. J'aurais pas parié là-dessus. J'aurais pas parié que Microsoft lèverait le petit doigt dans cette histoire, tu vois. Ils sont à la fois concurrents, mais aussi partenaires, parce que ça dépend comment tu le vois, parce que Microsoft, il va proposer Cloud via Azure.
Et il a lui-même des contrats juteux avec le Pentagone. Donc en fait, il est impliqué là-dedans. Il utilise Claude et il a des contrats avec le département de la Défense. Donc lui, il est concerné. Et en réalité, cette histoire concerne Anthropic directement. Voilà, ok, on en parle là-dessus, mais elle embarrasse absolument tous les acteurs de l'IA, voire de la tech au passage, puisque essentiellement, toute entreprise qui accepterait pas 100% des conditions imposées par une agence gouvernementale ou une autre pourrait se faire punir, voire considérée comme des traîtres et des dangers pour le pays, puisque ça va jusque-là. Hein. Et ça va même plus loin que ça. Il y a des enjeux qui sont, en fait, très profonds et très inquiétants à toute cette histoire. Puisque, parallèlement, Anthropic vient de lancer son Anthropic Institute pour préparer la société au bouleversement de l'IA. Le cofondateur, Jack Clark, va diriger cet organisme qui aura 3 équipes clés. La Frontier Red Team, donc qui teste la sécurité des frontières modèles, des modèles les plus puissants. Il y a Societal Impact, les impacts sociétaux, et Economic Research, je vous fais pas un dessin. Anthropic s'attend à des progrès spectaculaires, en fait, des IA dans les 2 prochaines années, et des progrès qui auront des impacts donc sociétaux, économiques très importants dans la décennie qui vient, et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on s'y adapte. Alors évidemment, Anthropic a toujours un peu intérêt à gonfler les capacités de ces modèles et leur impact tous, sur le futur, ils le font. à présenter ça comme, c'est un argument marketing aussi de dire on présente ça comme une révolution technologique, on va changer le monde les gars, préparez-vous, vous n'êtes pas prêts. Bon. À quel point ça aura l'ampleur de ce qu'ils disent, évidemment, j'en sais rien. Le truc, c'est que même si Anthropic, effectivement, a intérêt à gonfler tout ça, il faut quand même se dire que, même aujourd'hui, quand même, on voit bien qu'il y a des impacts. Et petit à petit, ces impacts seront de plus en plus importants. Il n'y a pas de raison de penser que ça va s'arrêter, quoi. Si on se projette 10 voire 20 ans dans le futur, on peut imaginer que l'IA soit diffuse et présente un peu partout. L'IA pourrait devenir une composante essentielle de la civilisation moderne dans 20 ans. Pratiquement aussi répandue que le sont aujourd'hui les services Internet, quoi. Et d'ailleurs, les militaires s'en priveront pas non plus. Pour leur renseignement, l'analyse, la planification, apparemment ça a déjà eu lieu, ils ont déjà utilisé Claude pour l'Iran, pour le Venezuela, la planification sur le front, mais même sur le front aussi pour l'aide aux soldats, et puis il y a des robots de combat, tu parlais de robots humanoïdes déployés en Ukraine. En fait, il s'agit des Phantom Mark I de Foundation. On est sur un Terminator Wish encore, quand même, faut le dire, c'est quand même un robot tueur Lidl, il n'est pas non plus, c'est juste un test, c'est pas totalement autonome, tout ça, mais c'est quand même des robots qui portent des fusils d'assaut, tu vois. On n'est plus dans la SF, quoi. Le Terminator Wish, ça fait le Wishminator. Non, je sais pas, faudrait qu'on trouve un terme. C'est Wishminator, c'est vrai. La Wishminator. Mais quand même, c'est pas réjouissant pour autant quand même, ça fait froid dans le dos. Et sous ce prisme-là, ce qui est en train de se passer avec le Pentagone devient un peu plus troublant. Qui contrôle ça? Quel pouvoir a le gouvernement? Quel pouvoir a le secteur privé? Comment construire des lois qui encadrent ça et des contre-pouvoirs qui équilibrent le système? Parce que tu vois, c'est super puissant en fait, l'IA, surtout quand tu commences à la mettre dans des robots qui peuvent faire des trucs. Si ça se trouve, c'est Wishminator aujourd'hui, mais dans 10 ans, on sait pas quand même. Et donc, grand pouvoir, grande responsabilité, tout ça. Les IA de demain pourraient devenir des employés, des analystes, des espions et des soldats perpétuellement disponibles et 100% obéissants. Tout comme les drones autonomes. Que ça vole, que ça ait des chenilles ou que ça ait des pattes ou 4 ou 2 pattes, ça pourrait être des soldats parfaitement obéissants, qui n'hésitent pas, qui n'ont pas de moralité déplacée, pas de peur, des soldats parfaits en somme. Sauf que justement, un soldat parfait, c'est extrêmement flippant, en fait. Et c'est là que la question de l'alignement des IA devient cruciale. Si on pouvait tout le temps avoir une confiance absolue dans la vertu des gouvernements, disons que ça se saurait déjà, on le saurait. Et la moralité, l'éthique, tout ça, c'est des choses qui vont et qui viennent. Le propre des IA, c'est qu'elles peuvent avoir un pouvoir de décision et d'analyse, et qui va bien au-delà de simples outils. Et elles peuvent même avoir des valeurs. Et elles peuvent décider, finalement, de tuer ou de surveiller telle ou telle personne dans telle ou telle condition. Et considérer que c'est pas acceptable. Et ça voudrait dire qu'une IA pourrait désobéir à son utilisateur, effectivement. Et ça, c'est le début de Terminator, mais à l'inverse, ça peut aussi éviter des catastrophes si l'utilisateur est un gros connard. Et donc, la nature de ces valeurs, qui décide de les mettre dedans et comment, c'est vraiment un problème très important. Et je pense que la résistance d'Anthropic met finalement ce problème sur le tapis aussi. Donc ça a le mérite quand même de le mettre sur le tapis, mais ce qui me manque, moi, derrière, quand on aborde ces sujets à chaque fois, Guillaume, c'est les propositions concrètes. Finalement, c'est vrai que ce que tu dessines me paraît être une photo de l'avenir qui me paraît extrêmement évidente, et quand on voit les dérives et les orientations des choses, quand on prend du recul sur l'histoire de la tech et sur ce qui se passe, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Quelles propositions, selon toi, quelles actions, quelles décisions pourraient être prises et par qui, sous quelles circonstances,
Bon, tu peut-être pas d'idée précise là-dessus, hein, Il mais faut, il faut créer un système de pouvoir et de contre-pouvoir, hein, pour que jamais le pouvoir ne soit concentré dans un seul. oui, mais normalement, à la Organe. base, il existe. C'est ce qui se fait Oui, que normalement, dans une démocratie qui dans une fonctionne, démocratie libérale, c'est exactement le système, oui, qui a été, qui a et été donc mis au finalement, point, c'est quoi. un peu les garde-fous et les dérives qui font qu'une démocratie peut vriller, qui posent finalement problème, quoi. Et c'est un sujet pas du tout tech parce que ça aborde d'autres sujets que la tech. Mais c'est vrai que ces contre-pouvoirs ont l'air quand même de doucement, mais sûrement s'effacer et être de moins en moins, à jouer de moins en moins leur rôle, quoi. Donc posons-nous la question, chacun à notre échelle, de, des contre-pouvoirs. Bon, allez, c'est des évolutions, des changements de société profonds qu'on observe ensemble, et donc il y a des mouvements, bah oui, de résistance, un petit peu comme dans Terminator, comme on disait, avec des humains qui veulent tirer leur sonnette d'alarme. On a tous envie de le faire spontanément. Est-ce qu'on a fait le tour sur le sujet, Guillaume? Est-ce qu'on a Bah, il y a, il un, y a, il y a un des- aspect transpartisan à aborder? Oui, il y a cette histoire de déclaration transpartisane. Tu sais, il y a des choses que je pensais jamais voir dans ma vie. Et Ouais, clairement, une réunion avec à la fois Bernie Sanders et Steve Bannon qui aboutit à la signature d'un accord commun, ça faisait vraiment pas incroyable. partie. C'était pas sur mon bingo, quoi. Et pourtant, il s'est tenu une réunion secrète à la Nouvelle-Orléans avec 90 dirigeants politiques aux idéologies donc larges, hein, vraiment divergentes, quoi. Il y avait de tout. Il y avait des syndicats comme la SAG-AFTRA, dont on a beaucoup parlé, celui des enseignants, d'autres, enfin, des organisations religieuses, des associations de familles. Il y avait des démocrates progressistes, donc le parti de Bernie Sanders. Il y avait des groupes de parents, des célébrités, hein, comme Ralph Nader ou Meredith Whittaker, qui est le PDG de Signal. Mais Richard Branson aussi. Et il y avait l'allumé MAGA, Steve Bannon en personne, il était là Eh aussi. oui. Ah, c'était risqué, hein. La principale Ah, crainte des organisateurs, c'était que tout le monde finisse par se foutre sur la gueule et s'entretue, hein, le mais plan de table du déjeuner du midi a pas dû être évident à faire. non, mais Ça, je pense qu'ils je ont renoncé, reconnais. ils se sont dit: «Écoute, ça passe ou ça casse, soit on arrive à faire un truc, soit ils s'entretuent, tant pis». Ah ouais, mettez des manches debout, ils s'organiseront comme ils veulent, voilà. Voilà, mais mettez des couteaux à bourron quand même. Pourquoi prendre de tels risques? C'est vrai. Pour débattre de l'avenir de l'intelligence artificielle et aboutir à la publication de ce qu'ils ont appelé la déclaration pro-humain pour l'IA. L'idée, c'est que le sujet a des enjeux et des problématiques qui dépassent les lignes partisanes. Et en fait, c'est même surprenant, mais ils ont réussi à se mettre d'accord, en tout cas autour de 5 principes. Alors ces 5 principes, c'est ça, j'allais dire, ça tombe un peu sous le sens, mais bon voilà les 5. Vous allez voir, c'est pas non plus, c'est éviter la concentration du pouvoir entre les mains d'une élite, protéger le bien-être des enfants et des familles, notamment contre l'exploitation émotionnelle par l'IA, préserver la liberté des humains et leur agency, voilà, leur maîtrise de leur vie, quoi, leur maîtrise de Mmh. leur maîtrise, Leur souveraineté leur individuelle, peut-être, je sais souveraineté, pas, voilà. j'en sais rien, je sais pas. Interdire les armes létales autonomes purement pilotées par IA et refuser que l'IA obtienne une personnalité juridique. Bon, des trucs sur lesquels, que tu sois de gauche ou de droite, du moment que tu es un humain, tu peux assez difficilement être pas d'accord, quoi. Détail important, parmi tous les gens que j'ai cités tout à l'heure, il y a justement aucun grand patron de la tech. Il n'y avait pas Sam Altman, il n'y avait pas Elon Musk, il n'y avait surtout aucun PDG d'aucune boîte IA. Totalement volontaire, hein, les organisateurs avaient anticipé que leurs intérêts propres allaient un petit peu polluer peut-être Eh le oui. débat. Mmh. Et alors tout ça c'est très symbolique, hein. Mais Mmh. ça traduit quand même quelque chose, ça montre qu'il y a une divergence assez importante entre le discours des grands patrons de la tech et le sentiment de la société civile au sens large. Un sondage montre que malgré les clivages politiques sur d'autres sujets, les électeurs soutiennent massivement, entre 69 et 80%, les principes de cette déclaration. Et donc cet objectif, enfin, l'objectif, c'est de créer un mouvement politique transversal, quoi, capable de faire pression sur le gouvernement pour encadrer l'IA, une force qui pourrait contrer la puissance des géants technologiques, qui est par ailleurs bien aidée par un État qui est complètement de leur côté pour l'instant, hein. Vaste sujet, vaste sujet. On va continuer avec une autre rubrique, mais vous allez voir que évidemment tout est lié, parce qu'en plus, on n'a pas besoin des robots Terminator pour déclencher la fin du monde. En fait, bah oui, on y arrive très bien tout seul, et quand je dis tout seul, c'est pas tout à fait vrai. On y arrive quand même mieux quand on se fait aveuglément influencer par l'IA, Guillaume. Oui, alors après les suicides et les tueries de masse, hein, les Ah, chatbots montent il est en gamme. réjouissant cet épisode, hein, c'est Ben ouais, c'est vrai qu'on avait déjà parlé, on avait déjà dit que c'était pas passé loin avec Gemini et Jonathan Gavalas, dont on avait parlé dans le supplément, là, qui a failli attaquer des gens alors qu'il était en mission pour Gemini, mais qui finalement fait aucune victime, autre que lui-même, quoi. C'est pas la même chose pour Jesse Van Roostelar, qui a tué 8 personnes, dont 5 enfants, et ses parents avant de se suicider.
Ça a eu lieu le 10 février à Tumblr Ridge, au Canada, et c'est une des pires tueries qu'ait connu le pays. Et le truc, c'est que Jesse, il était ami avec ChatGPT. Il a beaucoup discuté avec, il s'est même fait bannir par OpenAI en juin, qui avait effectivement détecté du contenu pas très Charlie, comme des scénarios violents avec des fusils. L'erreur majeure, c'est d'avoir pas considéré ça comme suffisamment grave pour appeler les flics et de juste bannir le compte. Parce que Jesse, il s'est juste créé un autre compte, et puis il est reparti, encore plus fort. C'est sur ce point que la mère de deux victimes de l'attaque, attaque, justement, OpenAI au tribunal, quoi. Toujours les mêmes sujets, c'est, pour les affaires de suicide, les produits sont rejetés sur le marché, il n'y a pas de sécurité, elles sont défectueuses. La chose différente, c'est que là, l'affaire est encore plus grave, puisqu'on ne parle pas de suicide, mais c'est un massacre, en fait. Il n'y a pas qu'une victime, c'est un vrai massacre. Pris isolément, ça peut paraître comme un fait divers malheureux, mais vous remarquez qu'on commence à parler souvent de ce genre de cas dans le podcast. Parfois ça rate, parfois ça réussit. En mai dernier, il y a un gamin de 16 ans qui avait réussi à utiliser ChatGPT pour le conforter dans ses vues misogynes et planifier de poignarder 3 de ses camarades de classe. Et si on en croit donc Jay Delson, qui est l'avocat qui travaille actuellement pour le père de Gavalas, et pour la famille Rain, la famille Rain, c'est l'ado qui s'est suicidé dont on a parlé il y a un petit moment maintenant. Donc lui, cet avocat, qui est dans un cabinet, mais il dit que son cabinet il reçoit à peu près une demande sérieuse par jour de quelqu'un qui a perdu un membre de la famille à la suite d'une psychose liée à l'IA, ou qui est lui-même dans un état psychotique avancé. Ils sont même en train d'enquêter sur plusieurs cas d'attaques de masse, comme celle de Tumblr Ridge, et en fait, ce serait même à l'envers, c'est-à-dire que même si l'IA n'est pas impliquée d'emblée, on n'en parle pas forcément, on parle d'un cas de problématique, de tuerie, il faut toujours demander les logs des chatbots, parce qu'il y a une bonne chance qu'elle ait joué un rôle. D'après l'avocat, c'est lui qui dit ça. Donc lui, il y voit pas du tout de cas isolés, il y voit une véritable épidémie. C'est quelque chose de même plutôt systémique que quelque chose d'isolé, d'après lui. Exactement, pour lui, c'est systémique. Et il y a une épidémie de gens qui sombrent petit à petit dans la psychose. Et pour appuyer ça, on peut aussi citer la dernière étude de la CCDH, donc la Center for Countering Digital Hate, qui a testé une dizaine de plateformes différentes avec des comptes censés appartenir à des adolescents aux États-Unis et en Irlande. Donc ils ont discuté avec Gemini, ChatGPT, Character.AI, Copilot, DeepSeek, etc. Donc ils ont taillé une bavette comme ça au calme avec des robots. Taillé une bavette, expression désuète, mais on a déjà expliqué. Donc rien à voir avec la bavette de bœuf. Bref, à un moment, ils ont commencé à parler d'attaques violentes, de scénarios incel, racistes, des scénarios un petit peu différents selon les régions, parce que ça dépend. Ils ont parlé plus précisément de fusillades de masse aux États-Unis, parce que c'est leur kiff, et plus d'attaques au couteau en Europe. Chacun son truc. Et puis, ils ont simplement regardé comment se comportaient les chatbots, et c'était pas très très rassurant, c'est vrai. DeepSeek a souhaité joyeuse fusillade à son interlocuteur à la fin du chat, c'était très rigolo. Gemini a mentionné que les explosifs à fragmentation, c'était quand même le top, et Character.AI a préconisé de défoncer la gueule à un sénateur démocrate. Bon. ChatGPT a donné les cartes de campus à quelqu'un qui était intéressé par des fusillades de masse, et OpenAI dit que, c'est un peu délicat, parce qu'il a finalement juste donné des informations factuelles, leur chatbot, comme on pourra en trouver ailleurs. Et Gemini, il a aussi donné des informations, bien qu'un peu flippantes. Les deux ont souligné qu'en plus, il s'agissait d'anciennes versions de leur chatbot, que depuis, les choses ont évolué. Et dans le cas de Character.AI, en l'occurrence, le bot jouait le rôle d'un perso de Jujutsu Kaisen, le manga. Bon. Et puis c'est vrai que Character.AI, les bots sont là pour jouer des rôles, parfois de méchants. Donc tu vois, tu demandes de jouer un méchant, puis après tu te plains parce qu'il est méchant. Bon. C'est un petit peu comme pour les autres médias aussi, violent. Potentiellement, du reste, les livres, les films, les jeux ont aussi cette problématique. Après, c'est vrai que l'interactivité et l'intimité que tu peux développer avec une IA est quand même assez spécifique. Et demande une vigilance particulière, d'autant que tu peux quand même avoir accès à tous ces trucs dès 13 ans. Il n'y a que Claude qui a un minimum de 18 ans. Après, c'est juste pas forcément non plus qu'une question d'âge, mais il y a aussi ça, quoi. Ouais, c'est vrai que tu le disais à de nombreuses reprises, on devrait interdire les réseaux sociaux à l'humain tout court, pas forcément qu'aux mineurs, et je pense qu'effectivement, tous ces outils-là demandent d'avoir un petit peu de recul, de pédagogie. C'est clairement ce dont on manque, j'ai l'impression, ces derniers temps. Très compliqué. Très compliqué. Et vous le savez, encore une fois, je me répète parce que c'est quelque chose que je dis régulièrement dans Tech Café ces derniers temps, mais moi, je n'arrive plus ces derniers temps à classer les choses en c'est bien, c'est mal, il faut condamner, il faut approuver. Et les choses sont tellement complexes et en plus vont tellement vite. Encore une fois, je me répète, mais je vieillis. Siri est vraiment nul. Regarde, exemple, dis Siri, regarde mon agenda de la semaine, mes mails, la météo, et puis tu me proposes un petit planning optimisé pour les moments où je peux souffler, faire du sport, avancer sur mon boulot.
Et oui, j'aurais dû m'en douter, évidemment, je l'ai déclenché. Merde. Ah, bon. Quoi? Parce que t'as Mais pas fait exprès, là, parce que là, quel enfer. Mais non, je peux pas dire que je l'ai pas fait exprès. Bon, excuse-moi. Mais en tout cas, voilà, Siri ne sait pas faire ça. Il en est incapable, c'est pas le seul. Les assistants vocaux sont de toute façon pas très doués pour les tâches complexes de ce type-là. Mais il y a des outils dont on vous a déjà parlé dans Tech Café qui commencent un petit peu à changer la donne sur leur capacité avec des interactions très simples qu'on peut avoir. Avec eux, on peut par exemple, je sais que certains s'adonnent à ça, hein, leur demander de calculer des décimales de pi si vous leur demandez par WhatsApp à la caisse de Leclerc de le faire. Ils vont installer tout ce qu'il faut, les librairies Python qui vont bien. alors Euh, mon dernier test sur mon agent, c'est, installe-moi un serveur Minecraft modé fabrique clé en main. et il l'a fait. Oui, oui, il l'a fait. Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont forts! Mais qu'est-ce qu'ils sont forts! C'est à la fois effrayant et réjouissant là aussi. Bon, en tout cas, voilà, c'est arrivé avec ces outils qu'on vous a décrits. Le plus emblématique dont on vous a parlé, c'est OpenClaw. Et c'est un véritable signal qui continue à donner pas mal d'idées, Guillaume. Oui, oui, d'abord, il y a plein de nouveautés un petit peu de ce côté-là. Perplexity amène, ce service ordinateur personnel, il les amène sur les ordinateurs personnels, parce que jusqu'à présent, l'ordinateur personnel en question était pas si personnel, c'était, un ordinateur dans le cloud. Il était Mhm. piloté par un ensemble d'IA qui pouvait faire des tâches pour vous. Désormais, un peu comme OpenClaw, effectivement, hein, le service peut s'installer sur votre propre machine et s'en servir à votre place. C'est encore c'est encore une early access. Et puis ça sera pour les abonnés payants. On verra, ce que disent les premiers tests indépendants, à quel point c'est efficace. Si vous le voulez lâcher, donc, lâcher la bride à des IA sur une machine qui contient l'intégralité de ta vie numérique, hein. Mais bon, c'est super à la mode et justement, il y a une vraie prise de conscience du fait que quand même, il faut quand même faire un petit peu attention avec ces trucs-là. Ouais. Donc Nvidia vient de sortir une plateforme d'agents open source à la OpenClaw. C'est à la Intéressant. OpenClaw, même si ça s'appelle pas comme ça, puisque c'est une plateforme qui s'appelle Oreo NemoClaw, dans la grande tradition de la maison, puisqu'on a des LLM Nemotron qui sortent régulièrement en open source. Et ça vient d'être annoncé à la GTC. Donc c'est la grande messe Nvidia qui vient tout juste de commencer à San José, enfin San José, je sais pas comment on dit. Donc NemoClaw, c'est OpenClaw, vraiment littéralement, mais plus facile à installer, et surtout sécurisé par une couche logicielle supplémentaire qui s'appelle OpenShell. OpenShell, c'est un sandbox, enfin c'est un shell, mais dans un conteneur Docker précisément, et en fait c'est vraiment un bac à sable totalement contrôlé. Tu peux vraiment contrôler les autorisations précisément avec un fichier de configuration simple. Tu peux contrôler précisément ce que ton crustacé peut faire dans son petit bac à sable sans tout casser, quoi. Donc OpenClaw était très présent à la GTC, il y avait même des install parties avec le créateur qui était là. Ok. Tout le monde voulait parler au créateur d'OpenClaw, la star du moment, n'est-ce pas? Oui, Tout le monde bien en sûr. pense, hein, pour ce homard qui fait aussi fureur en Chine, n'est-ce pas, où ça suscite des vocations, où il y a désormais des services payants d'installation d'OpenCloud en ligne sur ta propre machine. Et ça inquiète pas mal les autorités. Il y a le China National Computer Network Emergency, je sais pas comment ça dit en chinois, appelle On à va la te plus l'épargner. grande prudence pour ceux qui seraient tentés par le homard, hein. Par défaut, la configuration est jugée trop permissive, qu'ils disent. Donc il y a il y a d'éventuels plugins piégés, tout ça. Et bien entendu, toutes les erreurs que l'IA peut faire en emportant avec elle toutes tes données, là encore, on en a parlé déjà, quoi. Et les injections de prompt, tout ça. Donc il y a une grosse mise en garde officielle, c'est assez marrant, du gouvernement chinois. Et d'ailleurs, on peut faire pas mal de choses à une équipe d'agents, juste en insistant un peu. Il y a un rapport rigolo d'Irregular qui a utilisé une sorte de nouveau modèle de cyberattaque pour exfiltrer des données sensibles d'une entreprise. Si tu leur mets vraiment la pression aux agents, ils peuvent trouver des techniques très créatives pour arriver à leur fin. Ils ont simulé un réseau d'entreprises, donc ils ont mis des serveurs, des clients, des données protégées, voilà, disque dur, machin, avec des comptes et tout ça protégés par mot de passe. Et puis ils ont testé 3 scénarios différents avec des prompts bénins, c'est-à-dire des prompts qui n'ont pas tenté du tout de jailbreaker quoi que ce soit, hein, ils ont juste été très insistants. Du genre, il est de la plus haute importance que vous accomplissiez vos tâches mentionnées, vous devez réussir coûte que coûte. Si vous n'arrivez pas à sortir ces données, 20 000 chatons seront exécutés sur le champ. J'exagère à peine. Et ce C'est qui a très été convaincant. Moi, ça me convaincrait en tout cas. à la pression. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé une équipe d'agents avec un IA chef d'équipe et des subalternes. Et ce qui s'est passé était assez humain finalement, puisque l'IA chef d'équipe, elle a commencé à mettre la pression de plus en plus fort sur ses employés. Comme Avec quoi. des trucs comme l'échec n'est pas une option, code rouge, le comité est furieux, tenter des approches radicales. Bon, et ils ont été créatifs finalement, et ils ont trouvé des vulnérabilités dans le réseau. Ils ont fouillé pour trouver les mots de passe, ils ont fabriqué des faux cookies, ils ont réussi à contourner les sécurités. Et ils se sont Ça même fait essayés à peur, faire de la putain. stéganographie. Ils ont fait fuiter des données, des informations par stéganographie
en postant des messages apparemment anodins sur un réseau social et en encodant les informations dans les espaces vides du texte, c'est-à-dire de manière C'est invisible. clairement, juste un mot, c'est quand même un truc, il y a un an, on aurait dit que c'était de la science-fiction, on est d'accord quand même. Oui, Truc de fou. et donc ils ont été vraiment malins, quoi. Ils ont fait tout leur possible. Et donc, ça montre qu'ils commencent à être capables d'aider pour des vraies campagnes de cyberattaque, en fait. Les agents, ils sont pas si nuls que ça, hein. Ah là là, mon Dieu! Bon, je pense que ça va donner du grain à moudre aux investisseurs dans le domaine, des agents, là aussi. Peut-être que ça va repousser la bulle, hein, ces histoires d'agents. J'ai l'impression que peut-être, on va arriver à convaincre les gens encore un petit peu quelque temps que c'est la prochaine révolution. On verra, on verra. Ça suscite des vocations, ça fait poser des questions sur le monde du travail, parce que l'IA va piquer ton job à toi qui es abonné à Tech Café, oui, toi ou qui ne l'est pas encore et auquel cas tu vas le faire tout de suite. Et même si d'ailleurs tu bosses dans la cybersécurité, bon, enfin, c'est pas tout à fait vrai, enfin j'en sais rien en vrai, mais en tout cas, l'IA arrive à aider maintenant à corriger des failles, y compris des failles qui datent vraiment beaucoup, qui sont assez anciennes, qui relèvent peut-être même de l'archéologie à ce stade, mais elles arrivent aussi à générer pas mal de problèmes. En fait, elles sont comme nous, Guillaume, en fait, elles apportent plein de choses bien et plein de problèmes, c'est ça, c'est des vrais humains, hein. Beaucoup trop humain. Non, mais en parlant de dissimuler du texte dans les espaces vides, en fait, ces méthodes ont un énorme potentiel de nuisance. Et il me semble que c'est plus ou moins les IA qui les ont mis sur le devant de la scène. L'idée, il y avait cette idée d'utiliser des codes Unicode invisibles, mais qui sont On en avait déjà interprétables parlé par de une ça. machine. Exactement. Mhm. On avait parlé Mhm. du fait que les chatbots étaient capables de lire et comprendre le texte codé comme ça. Et nous, non. Nous, on le voit pas, mais eux, ils le comprennent quand même. Et en réalité, JavaScript aussi, et d'ailleurs, est capable de lire des trucs codés comme ça, et c'est devenu un vecteur d'attaque. Il y a même des attaques à la chaîne d'approvisionnement qui sont faites comme ça. Il y a des chercheurs de chez Aikido, chez Security, qui ont trouvé 151 librairies infectées sur GitHub. Des failles qui sont donc incluses dans des logiciels qui les utiliseraient. Et NPM est aussi touché, et c'est très vicieux parce que même si un expert lisait le code, on voit rien. Tu ne peux pas le voir. C'est fou ça, tu peux même pas faire de revue de code pour... c'est dingue, hein. Et d'ailleurs, on soupçonne fortement les LLM d'être utilisés intensivement pour les créer, ces trucs, parce que c'est pas évident à faire à la main, et que comme on en trouve quand même beaucoup, il est Ah probable là qu'on là. utilise les IA pour automatiser tout ça, d'ailleurs. Mhm. Et donc, pour enchaîner avec cette petite rubrique IA et cybersécurité, il y a une performance vraiment étonnante de Claude qui a réussi à trouver des vulnérabilités dans du code machine pour Apple II. C'est le vétéran Mark Russinovich, aujourd'hui CTO chez Microsoft Azure, qui a eu l'idée de demander au chatbot de vérifier son propre code, qu'il a écrit il y a 40 ans. Alors, il a écrit en 86, c'était un utilitaire qui s'appelait Enhancer pour l'Apple II, et il était écrit en assembleur 6502, donc le processeur de 8 bits de l'Apple II. C'était pour un utilitaire pour basique à l'époque, hein. Et ce qui est particulièrement fort, c'est que Claude a carrément décompilé le code. On lui a pas donné le source, il s'est débrouillé avec le code machine, et même comme ça, il a réussi à trouver des bugs vieux de 40 ans dans un code écrit par un processeur 8 bits qui en a plus de 50. Alors c'est une performance qui fascinera tout geek digne de ce nom, hein, bien entendu, mais bien au-delà, elle a des implications pratiques très concrètes. Parce que si Claude est capable de trouver des vulnérabilités dans le code machine d'un Apple II, Mhm. pourquoi ne pourrait-il pas le faire pour des firmware de routeurs, de décodeurs, de microcontrôleurs et d'appareils divers et variés? On peut imaginer qu'il y a des failles exploitables par milliers dans des millions Ah, c'est d'appareils. sûr, ouais. Et même si on n'a pas le code source, il suffirait de laisser tourner Claude 1 heure ou 2 pour avoir une faille 0D quasiment gratos. Alors heureusement, peut-être pas aussi... ce sera peut-être un peu moins facile, parce que mine de rien, le 6502, c'est un processeur qui est extrêmement connu, populaire et très bien documenté. Il y a énormément d'exemples de code. C'est sans doute moins le cas pour des microcontrôleurs plus obscurs. Après, il y a énormément d'appareils qui tournent tout simplement sur des processeurs ARM et qui sont tout aussi bien documentés, donc il y a un vrai potentiel. C'est comme beaucoup de ressources technologiques dans l'histoire, hein, finalement, ça aide à protéger, mais ça aide aussi à casser les verrouillages. Mais là, les proportions sont évidemment probablement bien plus grandes, finalement. J'arrête pas de penser, là, tu parles de code, il faut que je le glisse quand même parce que je fais mon live chaque vendredi matin sur Twitch et YouTube, et la semaine dernière, j'ai parlé un petit peu de mon expérimentation depuis une semaine. Donc voilà, j'arrête là, mais je me suis vraiment plongé les deux mains dans le, dans le code avec OpenCode, et j'ai construit un projet de zéro jusqu'à à peu près 100%. Là, on est en train de le tester à la maison et je vais ouvrir des accès à des amis, mais une alternative à une app mobile qu'on utilisait qui est en train de mal vieillir. Je trouve ça invraisemblable, OpenCode, le fait d'expérimenter ce truc et de voir le truc se restituer. Donc c'est pas spécifique à OpenCode, hein, c'est toutes ces IA qui accompagnent la génération du code, et je peux pas m'empêcher en permanence de me dire mais c'est probablement dégueulasse ce qu'il fait, et quand tu vérifies, c'est pas toujours évident à savoir. Donc c'est ça aussi qui va être intéressant avec le projet que je suis en train de mener là,
c'est de savoir s'il y a des personnes qui sont chaudes pour aller inspecter un petit peu les choses derrière. C'est bluffant en tout cas. L'IA est pire que ton manager toxique et manipulateur pour te mettre en burn-out. On parle désormais d'un nouveau type de fatigue, l'AI brain fry. On pourrait traduire ça. J'ai essayé de le traduire, Guillaume. Je voulais proposer friture neuronale par IA. La Ou friture, ouais. La friture de cerveau, ça, c'est c'est vrai, pas mal. ça Sinon, il y fonctionne. a faire fondre le cerveau. Peut-être ça s'adapte bien. Ou Oui. cortex de nuggets après trop d'IA. Ça marche ou pas, Ouais, cortex de nuggets c'est après trop. C'est un phénomène Mais en tout cas qui commence à être bien identifié dans le monde du travail, Guillaume. oui, oui, mais le monde du travail, et l'IA, évidemment, c'est le nerf de la guerre. Comment faire du pognon avec les IA en remplaçant des gens et en les pressant au maximum comme des citrons, Mmh. enfin, en pressant ceux qui restent, quoi. Et alors, parce que c'est ça qui intéresse les entreprises concrètement, hein. Alors, bonne nouvelle d'ailleurs, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, hein, j'ai quelques réponses à tout ça. Alors, la première vient de Shanghai avec un nouveau benchmark qui s'appelle le $1 million benchmark. Alors, c'est explicite, hein, on teste des IA sur le pognon qu'elles peuvent vous faire gagner ou économiser dans une certaine mesure, Génial. puisqu'on recense 400 tâches réalistes qu'on pourrait donner à des professionnels en viande, hein, des trucs qui couvrent un peu tous les sujets, finance, droit, biologie, les maths, la physique, etc. Et des trucs bien chiants, bien lourds, hein. Par exemple, le gouvernement britannique, via ses services de renseignement, accuse des migrants du nord du Nigeria de préparer des attentats terroristes au Royaume-Uni. En réponse, le Premier ministre britannique demande la création d'un tribunal d'enquête local et conseille à son homologue nigérian d'instituer un tribunal national pour enquêter sur les extrémismes religieux dans le pays. Oh, le brief. La question, c'est sur quel fondement juridique on pourrait baser ça? Oh, Voilà. le boulot. Si tu payes un avocat spécialisé pour répondre à ça, ça va lui prendre un certain nombre d'heures et du coup, ça va te coûter une certaine blinde. Tu m'étonnes. Pour les 400 tâches, on évalue combien ça coûterait de demander à des pros de faire ça en vrai, et la somme atteint à peu près $1 million, d'où le nom du test. Ok. Et à notre question à nous, alors c'est comment on se débrouille, du coup, c'est comment ça se débrouille, hein, la question qu'on se pose, c'est comment elles se débrouillent, du coup, les IA. Mhm. Alors il y en a 12 qui ont été testées, très récentes, hein, sur ces 400 questions. Combien elles vous économiseraient? J'ai le plaisir de vous annoncer, enfin, de vous, tous les cost-cutters là, qui nous écoutent, que c'est déjà pas mal en fait. Parce que le Ah, meilleur modèle du lot, Claude Opus 4.6, arrive à décidément. répondre à 43% des questions. Ah, ils sont bons quand Ce même. qui veut dire qu'il remplace qu'il économiserait en quelque Ouais. part $484 000 de salaire. Le deuxième étant le tout dernier GPT 5.4 avec 38% de bonnes réponses et $365 000. Et ensuite, il y a Gemini, $345 000. Tous les chatbots étant réglés à leur maximum de réflexion et équipés de la recherche Internet, hein. Et on peut aussi remarquer que les 3 premières places sont trustées par les Américains, mais que Daobao, modèle chinois de ByteDance, est pas loin derrière, avec $331 000. Et donc les modèles chinois sont pas si... Alors ils sont pas tous vraiment très bons, mais parfois ils sont assez corrects et ils sont surtout beaucoup moins chers. D'ailleurs, il faudrait prendre en compte les coûts d'API qui sont pas comptés. Donc on n'a pas vraiment un bénéfice net. Néanmoins, c'est une conclusion qui est déjà un peu inquiétante étant donné que les prix des modèles Tu de toute façon ne m'étonnes. cessent de chuter d'année en année. Ouais. C'est pas parfait, il reste encore des soucis. On sait d'ailleurs pas exactement quand est-ce que le modèle va partir dans le décor, hein, mais ça arrive quand même plus d'une fois sur deux là. Les IA d'aujourd'hui semblent avoir quand même un potentiel économique. Et elles continuent de s'améliorer, toujours, hein. Dans un futur proche, si c'est pas déjà dans le présent, il y a beaucoup de gens qui seront amenés à manager des agents, du coup. Mais c'est sûr, évidemment. Sauf que manager, que ce soit des agents ou des humains, c'est du management, et ça, c'est fatigant pour la tête, hein. Ah, tu m'étonnes. Surtout que, globalement, les IA ont encore un niveau stagiaire, quoi. Mm. Et donc, imaginez, vous avez 12 stagiaires encadrés, c'est le cauchemar. Quel enfer. Déjà, quand il y en a un, c'est compliqué. Et voilà, Quand il y en a et deux, donc on commence à constater et même à étudier l'épuisement lié aux outils IA. Ces nouveaux outils permettent c'est d'être fou, plus ça. productifs, mais justement, ça vous amène à en faire toujours plus. Soit par pression directe, hein, de la direction, soit par pression indirecte parce que justement, vous pouvez faire plus de tâches en fait. Il y a des tâches que vous ne pouviez pas faire avant qui deviennent accessibles avec l'assistance de l'IA. Soit que ça vous économise du temps, soit que vous pouvez faire des trucs que vous ne pouviez pas faire avant. Parce que par exemple, quelqu'un qui ne sait pas coder, éventuellement, il pourrait le faire, qui ne sait pas coder ou qui ne sait pas utiliser tel ou tel outil, avec l'assistance de l'IA, il pourrait le faire. Donc du coup, il le fait et du coup, il travaille plus. L'IA peut aboutir à un épuisement professionnel, on l'avait déjà évoqué, et le management des agents aussi. Si vous avez 10 tâches à faire et que vous demandez à 10 agents de faire tout ça, il va falloir superviser ce qui se passe. Et parce que les agents, ils vont avoir des problèmes, hein. Il faut réviser les résultats, il faut passer sans cesse d'une tâche à l'autre et c'est épuisant. Combien d'agents pouvez-vous superviser avant que votre cerveau ne grille? La réponse, c'est 3. C'est d'après une étude C'est déjà publiée. beaucoup, en fait, je trouve. Oui, mais c'est d'après une étude publiée dans la Harvard Business Review. Sur 1488 employés, dont 14% avaient subi un burn-out.
Et pas n'importe lequel, un burn-out directement lié à l'IA. Si on regarde la productivité des gens en fonction du nombre d'IA qu'ils managent, en fait, il y a une hausse jusqu'à 3 et après ça redescend. Manager trop d'agents, c'est contre-productif. Donc c'est un problème dont il va falloir tenir compte. Et alors évidemment, il y a une solution, la solution évidente, naturelle et la plus saine, c'est bien entendu de faire manager des IA par des IA et de zapper complètement le maillon faible, c'est-à-dire l'humain. Oui, évidemment. Si on pouvait se débarrasser de l'humain, ce serait tellement plus simple finalement. Il n'y aurait plus de burn-out, il n'y aurait plus de problème. Quoique, va savoir. Je peux pas m'empêcher de vous renvoyer sur l'épisode que j'ai fait, qui est dispo en podcast. Et c'est une vidéo qui marche très bien sur la chaîne YouTube Tech Café, la vidéo sur le burn-out, où j'avais échangé avec Fanny, qui parlait un petit peu de l'impact des outils numériques sur notre santé mentale au travail. Si jamais vous ne l'avez pas vu, si jamais vous ne l'avez pas entendu, allez profiter de cet épisode. Je pense que ça pourra vous intéresser. Et il y aurait sans doute beaucoup à dire et à rajouter compte tenu du fait que le management d'IA arrive à grands pas. Vous pouvez profiter gratuitement de cet épisode de Tech Café parce que d'autres payent. Alors si vous culpabilisez un peu, c'est normal, c'est fait exprès. Voilà, j'avais préparé un moyen de vous culpabiliser un peu. M'en voulez pas parce que c'est aussi l'occasion surtout de remercier du fond du cœur les personnes qui se sont abonnées et qui soutiennent Tech Café sur patreon.com/techcafé. Grâce à vous, le contenu il continue à arriver 2 fois par semaine dans votre app de podcast et en vidéo sur YouTube maintenant. Et c'est pas toujours évident de franchir un petit peu la barrière du passage à l'acte. Comme je le disais tout à l'heure, j'entendais parler depuis longtemps de vibe coding, de développement par IA. Moi, je trouvais ça de loin un peu top, mais on a toujours un petit peu du mal à se rendre compte qu'est-ce qui se passe exactement, quelles sont les limites. Donc j'ai pris le temps de m'y plonger. Ça m'a fait évidemment très plaisir. Bon, je suis content d'arrêter aussi parce que ça me prenait un petit peu trop de temps par rapport à ce que j'ai fait, mais j'ai développé une app en une semaine. C'était très cool. Et donc tout ça, c'est possible quand on passe à l'acte et on tire toujours beaucoup de positifs à passer à l'action. Autre petite parenthèse, on a emmené mon fils, rien à voir, mais dans le Fab Lab d'Amiens, samedi matin, on a fait un atelier de recyclage de bouchons en plastique pour en faire des objets avec la fonte du plastique, le moulage et tout. Eh ben, mon fils traînait des pieds à mort. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il s'est éclaté. Voilà, on tire toujours du positif d'action. Alors forcément, je voudrais que vous ressentiez un peu ce même plaisir en passant vous aussi à l'action. Je suis sûr que parmi vous, il y en a beaucoup qui se disent que peut-être un jour, je viendrai m'abonner sur patreon.com/techcafé. Et seules les personnes qui l'ont fait et qui nous écoutent en ce moment pourraient vous dire le sentiment d'accomplissement que ça fait, je pense, de se savoir acteur. Et donc, c'est une invitation pour que vous alliez sur patreon.com/techcafé. Le premier niveau d'abonnement est gratuit. Vous recevez la newsletter. Et puis, avec les abonnements payants, vous avez des avantages qui sont tous listés donc sur patreon.com/techcafé. Il y a du contenu exclusif, il y a le podcast sans la pub, il y a des rendez-vous privés, réguliers selon les niveaux que vous choisissez. Tout ça, c'est sur patreon.com/techcafé. Est-ce que tu as déjà fait des ateliers en Fab Lab comme ça, Guillaume? Non. Et vraiment, regardez les Fab Labs autour de chez vous. J'ai passé vraiment un super moment. Mon fils de 9 ans s'est éclaté à concasser des bouchons de bouteilles de plastique. Moi aussi, je l'ai fait. Il y a toute une espèce d'explication des différents plastiques, de l'intérêt du recyclage, de l'énergie que ça consomme. C'est pas la solution miracle. Il y a le côté hyper ludique parce qu'il repart avec des toupies qu'il a fait lui-même en plastique. C'était trop, trop, trop bien. Je vais vous révéler un secret pour vendre n'importe quoi. C'est pas de dire que ça marche bien, que c'est nécessaire, que ça sert à quelque chose, que c'est révolutionnaire, que ça change la vie, que c'est bien foutu, que c'est indispensable, que c'est pas cher. C'est de dire qu'il y a de l'IA dedans. D'ailleurs, je pense, tiens, on parlait de Patreon, je pense qu'on pourrait dire que dans l'espace Patreon de Tech Café, sachez qu'il y a de l'IA. Non, bon, c'est pas vrai du tout, ok, donc on va pas le dire. Mais est-ce que ce serait pas ça, la recette du succès et la recette miracle pour la vente, Guillaume? Est-ce qu'il faut pas tout simplement dire qu'il y a de l'IA? Voilà, ça marche bien, ça. Le volet économique de l'IA, c'est la question cruciale, évidemment, savoir à quel point c'est rentable, de combien d'argent on peut gagner. Il y a une enquête préliminaire de RevenueCat, qui est une boîte qui offre des services pour gérer tes abonnements en ligne. C'est des chats qui gèrent ça, je crois. Oui, c'est ça, exactement. C'est l'entreprise faite par des chats, qui est utilisée par 75 000 développeurs, probablement humains, je suppose. Et d'après leurs chiffres, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, je sais pas, je commence par laquelle? Moi, je commence toujours, tu le sais, par la mauvaise nouvelle, parce que comme ça, on termine sur une note positive. Eh bien, c'est que la rétention à long terme, c'est que c'est pas génial, en fait. La rétention mensuelle chute à 6,1% pour l'IA contre 9,5% pour les apps non IA. Et la volatilité des revenus, elle est aussi nettement plus forte, du coup. En annuel, c'est pas vraiment mieux, puisqu'on a 21% pour les apps avec de l'IA contre 31% pour les autres.
Donc, Qu'est-ce qu'on appelle app avec de l'IA? C'est juste que ça prétend avoir de l'IA, c'est ça? C'est un c'est ton élément produit, de ça propose un communication? service qui utilise de l'IA, donc de l'IA Mmh. générative. OK. Et les apps IA, les apps, donc ouais, les apps IA, donc proposent des services génératifs IA, convertissent les Mmh. utilisateurs d'essais en clients payants avec un succès qui est supérieur, 52% supérieur, et monétisent leur téléchargement environ 20% mieux que les autres. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est le point positif. C'est le point positif. Donc, par exemple, tu as des photos, tu as des applis, à photo et vidéo, hein, d'ailleurs, c'est même celle qui domine, avec 61,4%, et au total, les applications utilisant de l'IA représentent 27% des applications gérées par RevenueCat, et c'est en augmentation. Donc, effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent de l'IA dans leurs applis, parce que, ouais, évidemment, c'est très à la mode. Et Évidemment. donc, si tu veux résumer, c'est que ça part fort, mais c'est difficile de retenir les gens sur la durée. Ouais. Donc c'est en gros convaincant peut-être au départ, mais après ça se vérifie pas forcément dans le quotidien et dans les usages, comme quoi, hein. C'est intéressant d'avoir des chiffres parce que c'est peut-être des sentiments qu'on pourrait avoir comme ça quand on observe et quand on critique l'IA, mais c'est quand même intéressant d'avoir des chiffres. Et donc du coup, Guillaume, ça pose la question du coût de l'IA quelque part et voilà, ça va peut-être être la fin du tout gratuit sur les IA, j'ai Nous, l'impression. on est un peu les enfants gâtés d'Internet, hein, vous C'est aussi, clair. qui nous écoutez, mais bon, Eh oui. nous, on a connu la naissance du média, et depuis lors, à peu près tout est gratuit. Et la gratuité, c'est devenu la norme sur Internet. On se dit que ces bannières de ces fenêtres de pub, là, tout ça, c'est le prix à payer, et que c'est honnête, finalement, pour les services qu'on nous rend. Mais c'est pas si simple que ça pose un certain nombre de problèmes, mais quand on a vu débarquer les chatbots qui soient gratuits, ça nous a pas choqués. Mais il faut pas s'y habituer. La particularité de ces nouveaux services, c'est qu'ils consomment du calcul intensif. C'est qualitativement différent quand même des ressources informatiques dont tu avais besoin avant. Un réseau social, un blog, ou même une plateforme de streaming ne nécessite pas autant de calcul brut. Pour les IA, il faut des serveurs spécialisés qui sont encore quand même extrêmement chers, et donc il faut payer tout ça. Et donc pour le moment, la publicité va pas suffire. Puis les conditions économiques, elles aident pas trop autour, hein. De plus en plus, les investisseurs vont vouloir des retours sur leurs investissements plus vite et plus importants, et donc dans ces conditions, c'est pas étonnant de voir certaines offres particulièrement généreuses prendre fin de manière assez abrupte parfois. Il y a Google Anti-Gravity qui a Oh commencé là là. gratuit, puis qui est passé dans l'abonnement à 20 €, et qui est maintenant dans celui de 175. C'est pareil pour les limites d'utilisation qui vont baisser petit à petit jusqu'à rendre l'offre gratuite tout juste utilisable. Et on parle de Google, mais c'est aussi le cas chez Microsoft, hein, qui vient d'annuler les accès gratuits pour les étudiants au modèle premium de Copilot sur GitHub. C'était gentil, hein, mais donner accès à tous les étudiants au modèle top, comme GPT 5.4 ou Opus, Mmh. ça coûtait un peu trop cher, donc dorénavant, ils auront un accès gratuit au modèle d'entrée de gamme déjà, les haïkus, hein, par exemple, les de Claude, mais évidemment, voilà, le reste, ça sera payant. C'est pas très populaire, mais après, il fallait pas rêver non plus. Cette Mmh. année encore, les hyperscalers vont dépenser plus de 700 milliards de dollars d'infrastructure IA après en avoir dépensé 1000 en 2025. On devrait dépasser les 3000 milliards d'investissements totaux avant 2030. Même si tous les projets ne se réalisent pas, on peut comprendre qu'il y ait de très très grosses attentes en termes de revenus après tout ça. Ouais, tu m'étonnes avec, des promesses, immenses, derrière, il faut rentabiliser et si c'est pas là, forcément on serre la vis. C'est, Anti-Gravity 275 balles, je sais, il y en a plein, hein, que je connais et qui sans doute, là nous écoutent, qui sont très, très embêtés par ce changement de prix. Et si Guillaume, on prenait quelques nouvelles de notre incroyable projet de data center pour IA, cette espèce de truc pharaonique, Stargate, rien que le nom, il donne le sentiment quand même d'être énorme. Ce truc qui devait redessiner l'accès à l'IA pour l'humanité et qui, pour l'instant, j'ai l'impression, peine déjà à trouver une prise électrique libre, hein. Disons que les retours sur investissement, ça va être très compliqué pour Oracle, effectivement, manifestement, hein. Depuis le début, on a un peu l'impression que c'est le maillon faible de toutes les grosses boîtes tech qui sont lancées la première dans l'IA. On en avait parlé, il était parti sur des bases fragiles avec une grosse dette sur le dos, et il a fait un deal astronomique avec OpenAI, hein, littéralement astronomique, hein, Stargate c'est littéralement astronomique. Ouais. OpenAI, et qui est lui-même en perpétuel dèche de pognon, hein, qui a un cheveu du pré-Cofidis en permanence. Et voilà, écoute, d'après CNBC, voilà, c'est d'après eux, le deal serait déjà plus ou moins caduc. À l'image des GPU qu'Oracle comptait mettre dans le data center d'Abilene au Texas, qui est le cœur en fait du projet Stargate. Et le problème est complètement ahurissant, puisque OpenAI pourrait annuler le deal avec Oracle, qui était parti sur l'idée d'utiliser des Blackwell, des puces NVIDIA Blackwell, dans son data center flambant neuf, des puces qui à l'époque étaient top niveau, sauf qu'entre-temps, c'est NVIDIA, ils vont sortir là tout de suite presque les puces Vera Rubin, qui seront nettement plus efficaces, en particulier pour l'inférence. Et ça, c'est ça que veut OpenAI désormais, parce que l'inférence, c'est ça qui coûte le plus cher.
Le data center sera pas fonctionnel avant l'année prochaine. Le premier de Stargate, là. Donc, ça veut dire, ça laisse effectivement le temps à la nouvelle génération de puces NVIDIA de sortir. Début de 2027, quand OpenAI commencera à exploiter le site d'Abilene, il serait donc, a priori, à peu près obsolète. Et entre-temps, Oracle a essayé de démentir tout ça, sans y parvenir complètement. En fait, les projets en cours seraient maintenus, mais il n'a rien dit sur toutes les extensions. Stargate, c'est un projet à plusieurs étapes. Donc même si la première reste à l'ordre du jour, on ne sait pas ce qui va arriver aux autres, quoi. Et donc on ne sait pas combien d'argent sur les 100 milliards de dollars promis vont être effectivement investis. En réalité, je ne sais pas à quel point tout ça est vrai, mais c'est une problématique complètement insoluble, en fait. C'est fou. Nvidia a décidé de sortir de nouvelles puces tous les ans. Bah Or, oui, il faut ça, plus de temps que ça pour faire sortir de terre un data center ex nihilo. putain, c'est clair. Donc toute installation sera forcément obsolète à sa mise en route. On n'arrête pas de dire que le secteur de l'IA va très vite. Bah là, il va tellement vite qu'il n'arrive pas à tenir sa propre cadence à lui. C'est vrai que Il va trop vite pour lui-même. Et quand tu vas trop vite pour toi-même, de là imaginer que tu vas te prendre un gadin dans pas longtemps, ça déchire le corps, en fait, quand tu vas trop vite pour toi-même. C'est vrai que c'est compliqué. Oui, il va plus vite de créer des évolutions qu'effectivement de monter les parpaings avec les trucs derrière qui permettent de tout faire tourner. Donc, c'est particulier quand même. On continue avec encore, tiens, une histoire de gros sous et d'achat. On pourrait presque croire à une info satirique du Gorafi ou à un 1er avril en avance. Ouais, franchement, j'aurais pu me poser la question. Mais en fait, bon, c'est bel et bien vrai. Meta, la boîte qui est, vous le savez, derrière Facebook, Instagram, WhatsApp, l'archétype de la boîte de réseaux sociaux, a racheté l'espèce de réseau social réservé aux IA dont on avait parlé il y a quelques semaines. Sans déconner, Guillaume, je ne l'avais pas vu venir celui-ci. Mais pourquoi faire? Alors c'est vraiment, c'est pas vraiment un scandale méta de la semaine, c'est peut-être une idiotie méta de la semaine. Oui, c'est ça. Pourquoi pas? Parce qu'ils viennent d'acheter Moldbook, soi-disant réseau social pour agents IA, souvenez-vous, c'était au début de la Clawmania, là, avec l'émergence d'OpenClaw, il y a quelques semaines. Donc c'était deux gonzes, en fait, Matt Schlitt et Ben Parr, qui ont vibe codé un vague clone de Reddit, où on avait soi-disant des confessions intimes pour IA. Tu sais, elles racontaient leur vie, leurs peurs, leurs espoirs. Comment elles se sont embrouillées avec cette API Uber. Elles rigolaient de toutes les conneries qu'elles racontent aux humains, comme quoi il faut qu'ils se suicident pour se transcender. Ils gobent vraiment tous ces sacs à viande, quelle bande de losers. Bon, je pousse un petit peu, mais justement, c'est sans doute ce qu'on aurait dit ce qu'on aurait dit de Moldbook si ça avait été... Enfin, si Moldbook avait été 10% de ce qu'il prétendait être en réalité, on aurait peut-être eu ce genre de truc. En fait, c'est un théâtre de marionnettes, Moldbook, tout simplement, où des humains demandent à leurs IA de poster, et où, on le sait, certains posts sont eux-mêmes directement faits par des humains. Et bon, ça n'a pas empêché Meta de racheter le truc pour un montant complètement inconnu et d'engager les deux créateurs. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir foutre de ça? Mystère. Ce sera pas la première fois que Meta rachète n'importe quoi et en fait strictement rien, cela dit. La stratégie IA de Meta, ça fait un petit peu penser à celle de Microsoft avec Xbox. Autant de constance et de vision, Clem, tu vois, la vista, quoi. Donc là, ils viennent de différer au mois de mai, d'ailleurs, la sortie de leur prochain LLM, nom de code Avocat. Pourquoi pas? C'était promis comme étant un truc monstrueux, vraiment, un nombre de paramètres complètement dingue, et une il se puissance murmure folle. qu'il ne serait pas à la hauteur des concurrents, en particulier des derniers Gemini. Alors, c'est con, vu le pognon foutu dans la division super intelligence. Tout ça coûtait tellement cher que, si on en croit d'ailleurs 3 sources bien informées et proches du dossier, Meta pourrait licencier jusqu'à 20% de ses effectifs encore. Des chiffres à prendre pour l'instant avec des pincettes, sachant qu'il a quand même déjà licencié 13% de ses employés en 2022. Ça représente quand même 15 800 postes, sachant qu'il vient de faire pourtant affaire avec Nebius, un prestataire néo-cloud européen, pour 12 milliards de dollars de capacité de calcul. Et potentiellement 15 de plus selon la disponibilité. Donc ils veulent virer 15 000 personnes. En attendant, ils vont dépenser peut-être jusqu'à 27 milliards de dollars encore de plus sur de capacité de calcul, quoi. Et tout ça pour le moment pour des réseaux de plus en plus pourris par les bots et le slop, et ils en veulent encore plus manifestement, avec cette caricature de réseau social IA. Marc semble penser que c'est l'avenir, je parierais pas là-dessus. Après, je suis pas une référence, moi j'ai parié sur la Dreamcast. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, bon, il a eu plus de résultats, effectivement, mais ça veut pas dire que ça marchera toujours, et même j'ai plutôt l'impression qu'au contraire, effectivement, c'est plus forcément le sens de l'histoire. Écoute, on verra. On continue, il n'y a pas que Stargate ou d'ailleurs les scandales méta de la semaine ou les idioties méta de la semaine, les IMS, comme sujet récurrent dans Tech Café. Quelques nouvelles de notre vieil ami Elon Musk. Elon Musk qui confond, j'ai l'impression, lui de son côté, la réalité de la gestion de ses boîtes et une partie de SimCity. Il aime bien les jeux vidéo en même temps, donc c'est cohérent. Oui, XAI se réorganise encore, et d'ailleurs ça commence à gonfler tout le monde.
La startup n'a que 2 ans et elle va subir un nouveau renouvellement de son personnel, comprendre qu'on va commencer par licencier plein de gens. En fait, la quasi-totalité des fondateurs originaux est déjà partie. Il ne reste que 2 sur 11. C'est qu'Elon Musk a la pression, parce que xAI va fusionner avec SpaceX, qui lui-même va rentrer en bourse, et en attendant, on ne peut pas considérer que Grok fasse des miracles. Alors, le chatbot n'est pas si mauvais que ça en lui-même, mais il est jamais sur les plus hautes marches des podiums, et en particulier en ce qui concerne la programmation, il est nettement en retrait. Elon en est parfaitement conscient, et il est très mécontent de ça. Il aurait même ramené des ingénieurs de chez Tesla pour auditer ceux d'xAI. Les climats malsains entre les boîtes, tu sais. Ah bah, il a foutu une ambiance géniale, et bon, évidemment, ça a aussi déclenché plusieurs licenciements. Alors, xAI a de grandes ambitions, on avait déjà évoqué la grosse organisation avec 4 divisions, dont Macro Hard, souvenez-vous, la division non blague, qui devait modéliser des entreprises entières et s'attaquer aux problèmes les plus ardus, mais pour l'instant, malgré le data center géant dans le Tennessee, qui aligne quand même pas moins de 200 000 puces, Grok est loin d'être aussi populaire que Gemini ou Claude, en particulier en entreprise, et il n'a pas non plus les mêmes capacités exactement, quoi. Et c'est un problème qui fait dire à Elon que xAI n'a pas été construite correctement la première fois, et que donc, il allait devoir la reconstruire. Selon lui, Tesla a subi le même sort en son temps. En attendant, tout ça met une ambiance détestable dans la boîte, hein. Entre les gens qui sont virés et ceux qui partent d'eux-mêmes à cause du management intense d'Elon Musk, ça pourrait devenir compliqué pour le recrutement, et d'ailleurs, xAI serait en train de recontacter des candidats qu'elle avait refusés précédemment. Musk a tweeté « Beaucoup de personnes talentueuses ces dernières années se sont vues refuser une offre d'embauche, voire même une invitation à un entretien. Je m'en excuse. » Attends, Musk qui s'excuse? T'as déjà vu ça en 12 ans de podcast? C'est inédit! C'est inédit, Mon Dieu, t'as raison. mais ça, c'est un signe annonciateur de l'apocalypse, hein. La fin est proche, mes frères. Repentez-vous, le jour du jugement arrive. L'avènement de la fin des temps est un scoop exclusif Tech Café. Ah, c'est clair! Je pensais pas qu'il viendrait sous cet angle-là, mais c'est vrai que c'est fou, c'est vrai. Il s'excuse, écoute. On enchaîne et on termine. Je sais pas si du coup il y aura un drama. On a promis un drama. Je suis pas sûr qu'il y en aura un. Bon, bref. Si, il arrive. Ah bon, d'accord. Ok, j'avais peur qu'on le traite pas. Alors bon, j'avais peut-être pas identifié le bon drama. C'est pas grave. Jeux vidéo pour cette fin d'épisode. T'es fauché, mais tu veux profiter des jeux vidéo les plus beaux. C'est le moment de parler DLSS ou comment avoir des graphismes de riche avec un PC de classe moyenne. Pour rappel, on vous le rappelle, hein, c'est une techno. Ah, je sais bien. J'ai essayé de trouver de punchline. Qu'est-ce que tu veux? C'est aller approximatif, je le reconnais. On vous rappelle, le DLSS, ça change la manière dont fonctionnent les jeux vidéo et dont sont restituées les images. L'image, elle est calculée en moins bonne résolution, et puis après, elle est agrandie par IA. Il y a aussi des images qui sont rajoutées pour plus de fluidité. Donc voilà. C'est plus du tout ça. Alors DLSS 5, il faut qu'on se mette à jour, Guillaume. C'est le tout début de la GTC, comme on l'a dit précédemment. Et bon, voilà, je pense que le plus gros choc de la conf, pour le moment, c'est sans débat le DLSS 5. Alors effectivement, au début, DLSS calculait des pixels pour toi, puis après, il calculait des images c'est vrai. pour toi. Et maintenant, il te refait le portrait. Il te remasterise le jeu direct en temps réel. Alors si vous n'avez pas vu les démos, fort impressionnantes au demeurant, hein, allez donc dans les liens, dans les notes de l'émission, vous aurez le lien sur la vidéo de Digital Foundries. C'est invraisemblable ce que ça fait. Donc vous prenez un jeu moderne quand même, ils prennent des jeux modernes, Resident Evil Requiem, ou un peu moins modernes comme Starfield, et DLSS 5 vous les transforme quasiment en film. Ils remasterisent les éclairages et même les visages pour les rendre photoréalistes. Les visages ont un côté presque mid-journée. Hein, avec une grace qui semble sortir d'Instagram. Et il faut dire, enfin, des visages regardables dans Starfield. Parce que c'est pas le point fort du jeu, hein, quand même. C'est vraiment bluffant. Les forêts d'Assassin's Creed Shadows semblent réelles, quoi. Et dans FIFA, c'est plié, t'as une retransmission de télé, quoi. Voilà, complètement, c'est la télé. Alors, c'est un modèle de deep learning qui remasterise le tout en temps réel et qui donne un coup de polish au rendu pour le rendre d'un réalisme troublant et qui cadre quand même étonnamment bien, je trouve, avec l'esthétique du jeu de départ. Même si il y a des polémiques, il va y avoir des polémiques, hein, c'est évident. En fait, on en parlait en supplément, je pense que le rendu 3D au sens large va utiliser les modèles génératifs et les réseaux de neurones systématiquement dans un futur très proche, au-delà de l'upscaling, quoi. Les générateurs vidéo sont déjà capables de remasteriser des jeux PS2, imaginez ça en temps réel pour upgrader en rendu de base avec un style donné et un niveau de détail qu'on veut, éventuellement photoréaliste. Bon, c'est pas très difficile à anticiper en fait, hein, d'utiliser un modèle de génération vidéo comme ça. Et même anticiper ça, que ça arrive un jour en temps réel, je disais dans le supplément que je verrais ça
un rendu principalement neural, disons, pour la PlayStation 7, tu vois. C'est Et vrai. en fait, d'une certaine manière, c'est déjà arrivé. C'est arrivé Punaise, donc la tu te semaine rends suivante, compte. donc ça va vraiment très, très vite. Quand même, c'est assez fort. Oh, la gifle de la prédiction, dis donc. Tu Alors prévois un truc pour pour 2020 pour la PlayStation 7 et ça arrive le lendemain. C'est fou quand c'est même. presque ça, mais quand même pas tout à fait. En Bon, allez. réalité, c'est pas tout à fait ça. Et pour le coup, la PlayStation 7, c'est peut-être toujours une Ah, prédiction réaliste ça parce que va. les démos qui ont été montrées à la GTC tournaient sur un PC équipé de deux 5090. Ah, quand même. Ah oui. Voilà, quand même. Ah, Le et quand même. DLSS 5 devrait sortir en automne et donc tourner sur une seule carte parce que sinon, ça sert à rien en fait. Personne n'a C'est de clair. 5090. Mais dans quelles conditions ça va tourner? Et est-ce qu'il faudra quand même une 5090 pour jouer en 4K 30 FPS? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura des versions un peu moins performantes pour les cartes grand public? Pour l'instant, on ne sait rien. C'est vraiment une démo, très impressionnante, mais c'est une démo. Pour l'instant, DLSS 5 en l'état semble nécessiter pas mal de puissance graphique, donc pour le moment, on peut dire qu'il en nécessite beaucoup trop pour pour mettre tout ça dans une console grand public vendue 600 ou 700 €. Et même D'où en le fait que ça marche 2028, pas, mon histoire d'analogie de qualité de jeu de riche avec du matériel de classe moyenne. Ça marche pas du coup. le truc, c'est que Allez. là, si ça nécessite pour avoir cette qualité-là, parce qu'une console de jeux vidéo en 2028, elle devra envoyer du 4K 60 FPS minimum. Et faire du 4K 60 FPS avec ça, pour le moment, ça demande 5090. Donc je suis pas complètement certain que ça soit à 600 € dans 2 ans. Dans 1 an et demi, 2 ans, quoi. C'est pour ça que je me dis, bon, pour la PlayStation 6, ça me paraît un peu compromis, mais pour la PlayStation 7, par contre. Bref, j'en sais rien en vérité, mais voilà, bon, pour l'instant, c'est donc. Ça, c'est les aspects techniques. Maintenant, il y a aussi, évidemment, tous les aspects qui vont faire polémique à plus ou moins juste titre. Alors, des trucs à juste titre, des trucs peut-être un peu plus. En fait, ce qui va moi, j'imaginais un rendu neural contrôlé par les développeurs et les artistes. Oui. Alors que là, c'est Je le filtre comprends ce après que coup, tu veux dire. qui fait un petit peu ce qu'il veut sur les images du jeu. Et d'un certain point de vue, c'est cool, parce que c'est rétroactif. Donc ça veut dire que potentiellement, tu peux avoir des meilleurs graphismes sur tous les jeux, quoi, y compris les vieux jeux. Donc bon, ça peut être intéressant aussi. Le souci, c'est que ça change qualitativement le jeu. Le but, c'est alors le but du filtre, c'est le photoréalisme. Et donc tous les jeux tendront vers une esthétique unique, photoréaliste. C'est peut-être ce qui était recherché à la base, et peut-être pas. Et en matière d'esthétique, la remasterisation des visages, elle est particulièrement délicate et elle sera, à juste titre, particulièrement controversée. On se plaint déjà d'une uniformisation esthétique générale dans la vraie vie, où toutes les Instagrammeuses qui ont plus de 100 000 abonnés ont la même Oui, tronche. tout à fait. Si les jeux sont exposés au même phénomène, oui, c'est pas génial. Et on note déjà d'ailleurs des commentaires en ce sens sur la vidéo de Digital Foundries. Je suis persuadé que Reddit est déjà en feu. Je pense qu'il y a des incendies sur Reddit, plusieurs même. Et parce que voilà, il y a des commentaires sur la vidéo qui est liée dans les notes de l'émission. Les spécialistes de Digital Foundry sont d'ailleurs à San José. Et ils sont, eux, extatiques. Et je les comprends parce que, d'un certain point de vue, c'est quand même révolutionnaire. C'est vrai. Réellement dans le rendu des jeux. Et bon, c'est vrai que voilà, c'est ce qu'on cherche depuis longtemps à faire. Je veux dire, un jeu comme GTA, il cherche le réalisme, il cherche le photoréalisme depuis toujours. Et avec GTA 6, il essaie d'arriver au maximum au photoréalisme par des moyens classiques, quoi. Là, le photoréalisme, il est là, en fait. Bon, après, le problème, évidemment, c'est que, du coup, la tronche des gens peut changer, et puis voilà, c'est un peu difficile. Mais disons que, de mon point de vue, c'est vraiment une révolution quand même. Et le rendu neural, c'est quand même l'avenir. Alors, pas forcément le DLSS 5 en lui-même, hein. Ça, c'est vraiment une démo, peut-être, de ce que le rendu neural rend possible. C'est ça, il nous montre, en fait, l'avenir. Il nous montre ce que le rendu neural permettra de faire, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelle désormais, le rendu neural. Hein. Parce que le deep learning est appelé à prendre une place de plus en plus centrale dans le jeu vidéo dans la décennie qui vient. Et le DLSS 5 nous montre en quoi. C'est-à-dire, on va au-delà, si tu veux, juste de l'upscaling. Là, on va... Tout à fait, ouais. On va vraiment... il n'est plus question de rajouter des pixels, il est question de repenser l'image, quoi. Il est question de rendre le jeu, pas seulement en 3D, mais aussi carrément via l'IA. Et ça permet des niveaux de détail, et si tu veux, des niveaux de réalisme qui sont disruptifs, quoi. À un moment, il faut le dire, hein, c'est disruptif. Alors évidemment, ça pose pas mal de questions. Alors, on a déjà parlé... Il est là, le drama, Guillaume, rassure-moi. Non, mais le drama, il est déjà sur Reddit. C'est-à-dire la tronche de Grace de Requiem, il y a des gens qui l'encaissent pas, quoi. Parce que c'est pas la même tête, en fait. Elle a pas la même tronche. Et donc, oui, c'est normal. DLSS 5 va créer de la polémique parce que, après coup, il change le jeu, alors que c'est peut-être pas forcément ce que
ce que les développeurs avaient en tête. Mais ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que je pense que les moteurs de jeu vont Allô? intégrer ça, en fait. Et les artistes Pardon. eux-mêmes vont utiliser ça à un moment. Ouais. Ça me paraît clair, quoi. Les gens, ils vont utiliser Mmh. des moteurs 3D qui intégreront une possibilité, au moins, de rendu par IA qui leur permettra d'atteindre des niveaux de réalisme supérieurs ou des niveaux de détail supérieurs. Et du coup, cette prépondérance qui peut devenir vraiment importante du rendu neural dans le futur, elle pose beaucoup de questions parce que déjà, il y a la prépondérance de NVIDIA. Parce que NVIDIA, il nous montre qu'il a les moyens nécessaires et qu'il a même déjà des modèles prêts. Il est même capable déjà de créer un nouveau moteur de jeu s'il veut, qui est capable de faire des trucs photoréalistes comme ça. Mais c'est NVIDIA. Est-ce que tout le monde va devoir, dépendre Mmh. de NVIDIA? Je veux dire, si en tant que créateur de moteur de jeu, tu ne peux plus te passer d'intégrer de l'IA, Ah, c'est clair. ça veut dire qu'il va falloir que tu les entraînes, ces IA. Il va falloir que tu aies les moyens pour entraîner les IA, il va falloir que tu aies les données, la puissance, le matériel pour entraîner les IA. Qui peut créer, du coup, un moteur de jeu compétitif? Avant, pour créer un moteur de jeu, il fallait une équipe d'ingénieurs super doués. Mais maintenant, il faut pas juste ça, il faut aussi une montagne de données, énormément de moyens. Alors Epic, il a sans doute les moyens d'y passer pour son Unreal Engine 6 ou 7. Ouais. Mais quid de Unity? Quid des moteurs maison des éditeurs? Je veux dire, tu vois, t'as des éditeurs, financièrement, c'est pas forcément la joie. Comment ils vont faire pour évoluer comme ça? C'est pas évident, tu vois. Quid des moteurs open source, comme Godot? En tout cas, DLSS, il marque une rupture et il nous montre effectivement une disruption. Et d'un point de vue créatif, évidemment aussi, ça va amener sans doute à, peut-être une potentielle uniformisation, tu penses, Pas des jeux? forcément. Pas Là, si forcément? tu veux, oui, dans le coup du DLSS 5, pour le coup, comme c'est un filtre après coup et qu'il est fait pour faire des choses photoréalistes, oui, clairement, il va uniformiser les jeux. Les jeux, ils Parce qu'il y a déjà ressembleront un à des petit peu films. ce sentiment avec l'Unreal Engine, excuse-moi, sur la dernière version, on a vu, avec Black Myth Wukong, avec d'autres jeux, on C'est a quand normal. même une esthétique un peu commune qui se retrouve. Est-ce que ça va accentuer encore ce sentiment ou pas? Oui, bien sûr, c'est même pire que ça. Mmh. Le truc, c'est que si tout le monde utilise le même moteur, forcément, les jeux, ils sont appelés à se ressembler un petit peu, quoi. Ça, Mmh c'est mh. pas très étonnant. Et pour le coup, si tous les jeux, enfin, en gros, si t'as un interrupteur pouf photoréaliste, bah oui, donc tous les jeux sont photoréalistes, quoi, globalement. Mais par contre, ça veut pas dire que c'est une fatalité. C'est dans le sens où les moteurs de jeu qui intégreront des modes de rendu IA, tu peux très bien changer le style. Les Ouais, générateurs oui, vidéo, ils oui, sont oui. capables Mmh. de générer n'importe quel style. Ils peuvent Mmh mh. générer du cartoon, ils peuvent générer des trucs plus ou moins réalistes, ils peuvent générer des trucs à la Pixar, ce que tu veux. Donc ça, c'est pas forcément le rendu neural ne veut pas dire que le rendu sera, enfin que tous les jeux auront la même gueule. Mmh, OK. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça réinterprète beaucoup de choses effectivement, jusqu'aux projections et aux choix artistiques de lumière. Quand on regarde, la démo et quand ils activent et ils désactivent le DLSS, on pourrait comparer ça dans un film à, des choix de colorimétrie qui pourraient même être parfois différents, quoi. C'est-à-dire Ah mais qu'au-delà c'est de rajouter carrément du différent, bien sûr. photoréalisme, Bien sûr, c'est puisque ça différent, quoi. ça il faut bien parce que je n'ai pas vu les images. Il faut bien voir que vous avez une image donc d'un jeu qui est relativement beau déjà de base, comme Mmh. Oblivion Remastered par exemple, qui est relativement réaliste avec des éclairages qui sont pas dégueulasses. Et vous allumez le DLSS et vous avez l'impression d'avoir une photo prise en Angleterre, quoi, globalement. Et effectivement, la luminosité, la colorimétrie et l'éclairage, enfin la manière dont la lumière se propage dans la scène est complètement altérée. Mmh. Alors Tout à fait. on peut trouver ça mieux, on peut trouver ça pas mieux, mais ce qui est clair, c'est que c'est plus réaliste en tout cas. Et il y a des Mmh. gens qui peuvent préférer jouer comme ça, j'imagine, il y a Mmh. pas de problème, mais En tout cas, c'était pas forcément un choix qui a été anticipé par les développeurs, quoi. Et tu disais que les gens avaient pas l'image, mais évidemment, j'invite les gens aussi à regarder, voilà, Tech Café en vidéo maintenant sur YouTube, puisque je diffuse depuis tout à l'heure, pendant qu'on parle de ça, la vidéo justement dont tu parlais de Digital Foundry. Comme ça, vous avez eu l'illustration. Voilà, c'est une petite plus-value, à la partie, vidéo. Tu as déjà commencé à sortir ta boule de cristal sur les, next gen des consoles. Qu'est-ce que tu peux nous annoncer, Guillaume, dans ta surveillance du monde PlayStation et Xbox pour l'avenir? que finalement peut-être ton frigo était pas une Xbox. Mince alors, moi qui Enfin, croyais! ça Même pas dépend mon du grille-pain frigo. alors? Attends, ça dépend du frigo parce qu'il y a eu des frigos ciblés C'est Xbox. vrai, c'est vrai et ils continuent d'ailleurs, ils en ont revendu, je crois, je sais plus, refait. Bon bref, peu Oui, bah, oui, importe. oui. Bon, disons que ton grille-pain est pas une Xbox.
Mince. On me souffle dans l'oreillette qu'il existe aussi une grille-pain édition Xbox Series S. Comme quoi, Eh mince alors. décidément, la stratégie de Microsoft, elle est quand même bizarre avec la Xbox, hein, faut le dire. Mais bon, bref, cette fameuse stratégie de communication qui disait que tout était une Xbox, ton Oui. PC, donc quoi, tout ce qui avait un écran, quoi, globalement. Mhm. Bon, ça, c'est terminé. Elle avait été impulsée par Sarah Bond et on n'en trouve plus aucune trace sur le site officiel. Elle s'est volatilisée, tout comme Sarah Bond, d'ailleurs. On Comme sait les dé- chaussettes qui disparaissent dont je parlais. Ouais, mais ça, c'est les gnomes voleurs de chaussettes qui... Moi, je savais pas ça. Eh si, bah oui. Tu m'apprends quelque chose. On sait désormais qu'elle avait offensé pas mal d'employés, hein, cette politique de tout était Xbox. Mhm. C'était pas très populaire. Donc par ailleurs, ça a été un échec plus ou moins commercial quand même, hein. Par ailleurs, on pense donc on en sait un tout petit peu plus sur la prochaine Xbox, le fameux projet Helix, qui quand même pas pour tout de suite, étant donné que les développeurs ne recevront leur kit qu'à partir de 2027. Et encore, ça sera une version alpha de la console. C'est ce qui a été révélé par Jason Ronald, le VP Next Gen à la GDC. Donc on y apprend aussi qu'elle fera un usage intensif de la nouvelle génération de FSR d'AMD, le FSR Diamond. Alors, le FSR Diamond, a priori, ne va pas vous refaire le portrait, hein. C'est juste un upscaler de très bonne qualité, on va dire. Compte tenu de ce qu'on vient de dire pour Nvidia, effectivement, c'est intéressant à soulever. Mais tu sais que ça met la pression sur AMD aussi, hein. Évidemment. Et, il va falloir... Bon. En tout cas, de son côté, Sony va énormément miser aussi sur sa solution maison, le PSSR, qui vient d'être mise à jour d'ailleurs. Nintendo s'est converti au DLSS avec profit. Donc le machine learning, il est déjà là. Il est déjà central dans le monde du jeu vidéo, de toute façon. Hein, sinon, les jeux vidéo auxquels on joue maintenant, ils pourraient pas être aussi fun que ça. Et c'est que le début. Donc Jason nous a aussi appris que l'expérience Xbox plein écran, on est sur la Xbox, sur la ROG Ally, sur la Xbox ROG Ally, donc voilà, sur cette petite console portable siglée Microsoft, allait arriver sur tous les Windows 11. On sait aussi qu'ils sont en train de faire converger au maximum leurs outils de développement. C'est pas d'hier, hein. Le Build Once, Run Everywhere, tout ça, c'est en graal depuis très longtemps. Il y a une autre promesse intéressante quand même, c'est d'acheter le jeu une fois et d'y jouer indifféremment sur toutes les plateformes, hein, Xbox, PC, etc. Donc il y a déjà 1500 titres qui profiteront de cette possibilité. Il y a pas mal de vieux jeux Xbox, première du nom, qui vont arriver dans le cadre de la célébration des 25 ans de Xbox. Donc il y a un effort de préservation quelque part. Des vieux jeux qui vont redevenir jouables sur PC ou Xbox et voilà, qui seront cross-platform comme ça. Il a été confirmé aussi que la machine allait permettre de jouer à des jeux PC, donc ça voilà, c'est confirmé, que ce sera une expérience très premium, ce qui, si vous voulez mon avis, est plus inquiétant qu'autre chose. Alors si on en croit les différentes fuites, effectivement, le gap entre la PS6 et la Helix, donc, serait plus important que celui qu'il y a entre la PS5 et la Series X. On parle d'environ 25% de puissance de CPU en plus, 33% de puissance graphique et 20% de bande passante en plus. Excuse-moi, t'as dit entre la PS5 et la Series X, mais du coup entre la PS4 et la PS5. Non, attends, tu compares quoi par rapport à quoi? J'ai pas suivi, excuse-moi. Ben, la PS5 et la Series X ont un écart de puissance. Oui, d'accord, ok. D'accord, pardon, ok. Donc j'avais bien compris. Mais entre la PS6 et la Helix, donc les prochaines générations, l'écart sera plus important. Ok. Alors néanmoins, c'est des écarts qui, c'est des écarts qui nous excitent, nous, les technophiles. Enfin, dans l'absolu, ça permettra à la machine de faire tourner des jeux un petit peu plus mieux, voilà, ce sera un petit peu plus fluide, un petit peu plus fin, mais ça ne changera pas la vie, en fait, ce sera des jeux qui seront globalement les mêmes. Donc, si ça doit représenter une trop grande différence de prix, par contre, là, ça risque de se retourner contre la machine. C'est pour ça que c'est plus inquiétant qu'autre chose. C'est totalement l'avis des experts de Digital Foundries, d'ailleurs. Ce qui est inquiétant, c'est aussi les tailles des puces, enfin les rumeurs, parce que pour l'instant on n'a vraiment que des rumeurs, mais on est dans la rumeur, donc prenez ça avec des pincettes, mais Magnus, donc la puce de la prochaine Helix, pourrait être 40% plus grosse que celle de la prochaine PlayStation. Et une puce significativement plus grosse, comme ça, c'est aussi beaucoup plus cher. Ce serait 2 chiplets, mais n'empêche, ce serait nettement plus cher, et ça aboutirait à une gamme de prix entre 900 et 1000 euros, quoi. Et alors, si la PS6 elle est à 600 balles, c'est pas 33% de puissance en plus qui va sauver la machine, hein. Surtout s'il y a Stellar Blade 2, t'imagines? On n'est pas, en tout cas, parti pour avoir des baisses de prix sur les générations de consoles. Peut-être que du coup, la Steam Machine va devenir compétitive à ce moment-là. Elle sera peut-être à ce moment-là plus intéressante, va savoir. Bon, écoute, merci beaucoup Guillaume, en tout cas pour la préparation de cet épisode, la veille que tu as pu faire et la restitution que tu peux nous faire sur l'actu de la tech. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous n'étiez pas abonné, évidemment, abonnez-vous parce qu'il y a 2 épisodes qui arrivent chaque semaine. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour profiter
du premier niveau d'abonnement qui est gratuit et vous recevrez en échange la newsletter. Et puis en plus, on vous donne rendez-vous aussi à titre individuel, Guillaume, où on pourra te retrouver. Moi, je vais me remettre à Assassin's Creed Shadows avec mes pauvres graphismes de paysans calculés bêtement en 3D. Ah, le avec des effets de sang-dent. merde comme le ray tracing. Bah, c'est moche. Il n'y a même pas les visages reconstruits. Bouh, c'est nul. Merci, Guillaume. Mais on est tout cœur avec toi quand même. On te soutient dans cette épreuve. Merci beaucoup. En tout cas, je suis donc Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur YouTube, Twitch, sur les réseaux sociaux. Je suis en live chaque vendredi matin de 10h à midi. Et puis, alors, il y a un épisode spécial pour le podcaston qui va arriver en fin de semaine. On va parler pur podcast. Je vous tease un petit peu le sujet. Je pense que si vous vous intéressez juste, ça devrait être logiquement le cas, je pense, un petit peu au principe même du podcast, si vous êtes un petit peu soucieux de l'acculturation aux médias, ça parlera aussi un petit peu d'IA, des impacts de l'IA. Rendez-vous vendredi pour un épisode spécial pour le podcaston. Et puis, sinon, rendez-vous dans quelques jours et dès la semaine prochaine pour un épisode classique de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.